Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir à Ravi, tous. ravi de vous retrouver pour ce numéro 57, donc on l'a dit, de Entre l'encre et les mots ce soir avec Cyril Rouquet-Prévost, Sonia, qui va venir nous présenter son livre excellent, Le gros livre des œufs aux éditions Hachette Cuisine, un livre coécrit avec Mireille Sanchez. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce livre? Alors là, on apprend sur les œufs, on apprend des recettes. Il y a énormément de recettes, on ne sait même plus lesquelles choisir. Et donc, je vais juste dire, préparez vos tabliers et puis passez en cuisine avec nous. Voilà. Eh bien, écoute, on va parler ce soir effectivement de cuisine, on va parler gastronomie. Voilà, on va vous présenter Cyril dans quelques instants. Nous aurons donc la question de l'invité tout à l'heure, et Cyril qui devra poser sa question. Mais on aura aussi le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Cyril? Cyril, c'est un touche-à-tout, même si c'est avec une cuillère dans la main, c'est vraiment un touche-à-tout, que ce soit le visuel ou l'écrit. Et ça, déjà, c'est bien, parce que vraiment, il voyage, il bouge, il fait énormément de choses. Mais voilà, il y a le chef Cyril, et moi, j'aimerais bien aller savoir, j'irai certainement chercher qui il est sous sa toque. Eh bien, écoute, Ah, j'allais on dire sous son t'écoutera dans quelques... tablier. Bah, on aura l'occasion de vous écouter dans quelques instants, les filles. Et on rappelle que cette émission est disponible chaque mercredi et chaque vendredi à 19h30 sur Facebook et sur YouTube. Et ce que je vous propose tout de suite, donc, c'est l'interview avec Cyril Rouquet-Prévost. Hop, et bonsoir Cyril. Bonsoir Florian, bonsoir tout le monde. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Donc, on l'a dit, pour parler de ce livre excellent, Le gros livre des œufs aux éditions Hachette Cuisine, un livre que vous avez coécrit avec Mireille Sanchez, qu'on connaît bien dans cette émission et qu'on embrasse. Avant toute chose, merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de votre univers, qui, on l'a vu, est très, très varié. Vous avez plusieurs casquettes ou plusieurs toques, on pourrait dire, ce soir. Les gens vont poser des questions. Merci. Les gens vont poser des questions en commentaire. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous dire, pour ceux qui ne vous connaissent pas, même si on sait que vous avez fait énormément de choses et qu'on vous voit quand même assez régulièrement à la télévision et on vous entend à la radio, mais nous dire qui est Cyril Rouquet-Prévost? Ah, je vais essayer d'aider Séraphine alors, apparemment, puisqu'elle cherche derrière le chef, elle va peut-être trouver l'homme. Mais voilà, donc je m'appelle Cyril Rouquet-Prévost, donc j'ai eu un tournant dans ma carrière. En fait, j'ai commencé une carrière de cadre commercial, et puis en 2011, il y a une émission, je suis passionné de cuisine, il y a une émission qui a changé ma vie, qui s'appelle MasterChef. Et à partir de cette émission-là, donc j'étais finaliste de l'émission, et eh bien, j'ai pu vivre de ma passion. Donc, après l'émission, j'ai ouvert un premier restaurant. J'ai mis mon expérience au service des gens. Puis j'ai essayé de leur faire découvrir mon univers. Et puis, j'ai eu la chance que l'émission soit diffusée dans le monde entier. Et à partir de là, j'ai commencé à recevoir des invitations un peu de partout. Donc, ça m'a permis de voyager partout dans le monde. Et puis la télé m'a un petit peu rappelé, donc j'ai commencé à faire des chroniques sur LCI tous les week-end. Là, c'est bien, on est le soir, c'est mieux. Moi, je suis plus du soir que du matin, parce que sur LCI, la chronique Plateau Gourmand, c'était de 6h du matin jusqu'à 9h du matin, donc lève tôt pour les matinales. Et puis voilà, et puis après, j'ai la chance d'animer, d'écrire, de faire plein de choses autour de la gastronomie essentiellement. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci pour cette présentation. Donc, on l'a dit, vous êtes avec nous pour nous présenter votre livre excellent. C'est bien excellent, le gros livre des œufs. Excellent, voilà, c'est un petit jeu de mots. Voilà, Egg, un petit jeu de mots. Donc, on va... Excellent, le livre, voilà. En tout cas, c'était très bien trouvé et vraiment merci à vous d'être avec nous. Donc, vous l'avez dit, vous avez commencé par la saison MasterChef, qui était la saison 1. Vous avez été finaliste, qui vous a permis, vous l'avez dit, de travailler après pour de grandes maisons. Justement, parlez-nous un petit peu de cette expérience de MasterChef. Voilà, c'est une expérience absolument fabuleuse, moi, qui m'a permis de, voilà, c'est ce que je disais, vraiment content le garçon d'avoir son tablier. C'est une émission qui a vraiment changé ma vie. En fait, l'idée, c'était de se comparer dans un contexte un peu amical. Une première saison, c'est toujours un petit peu brouillon, on ne sait jamais ce qui va arriver, on ne connaît pas comment on est filmé, on ne connaît pas les épreuves. Donc, c'était une émission de découverte, d'amitié, et puis surtout de réalisation de sa passion, qui était la cuisine. Donc, au fil des émissions, on avait des challenges. Alors, on a cuisiné sur une frégate, on a cuisiné sur un chantier, quoi, voilà. Et puis, moi, j'ai eu la chance de terminer donc finaliste de cette émission.
Et vraiment, c'est l'émission qui m'a permis de m'ouvrir finalement sur un univers que je rêvais et que j'ai pu toucher de mes doigts. D'accord. Il y a Donc, c'est justement vraiment une... une émission et je l'assume parce qu'après, je suis ambassadeur de la marque et donc dans le monde. Donc, au-delà de l'émission, après, derrière, il y a des produits dérivés. Donc, on me retrouve de temps en temps en Italie en train de vendre des poêles, des casseroles, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de global et c'est un succès dans le monde qui est phénoménal. Les gens ne mesurent pas en France. En France, c'est dommage parce que ça n'a pas marché. Ça a bien marché. La première saison a bien marché, la deuxième également. Mais c'est pas le succès, le retentissement que ça a dans le monde entier. Dans le monde entier, dès que j'arrive et que je dis que je suis Masterchef, waouh, c'est presque le tapis rouge devant. Je me dis non, on se calme, c'est juste un programme télévisé. Mais en tout cas, ça m'a permis de réaliser mon rêve et de devenir chef. Justement, on a une première question de Laurent Alain, aussi cuisinier sur ses longues années de cuisine, qui nous dit d'où vous vient cette passion de la consonance cuisine. avec votre nom de famille. C'est le paternel, effectivement. Je suis un peu comme Séraphine. C'est le Je vais paternel, corriger. effectivement. Alors, dites-nous un petit peu d'où vous vient cette passion de la cuisine. Mais c'est une très bonne question. Merci Laurent. En fait, elle vient de tout petit. J'ai eu la chance, moi je viens d'une grande famille, hein. J'ai 5 frères et sœurs. Donc voilà, et ma mère avait trouvé l'idée géniale de faire les repas, c'est compliqué quand il y a plusieurs personnes à table, de les faire tous manger. Donc elle nous a mis la main à la pâte dès qu'on était petits. Donc le mercredi, c'était atelier pâtisserie et le dimanche, c'était plutôt le salé. Donc on faisait le poulet du dimanche le dimanche et le mercredi des gâteaux. Et j'ai vraiment adoré ça. Et puis en plus, c'était quelqu'un qui aimait recevoir, ma mère. Donc j'ai vu son travail. En fait, elle travaillait beaucoup pour que ce soit parfait au moment de recevoir les gens. Donc pendant une semaine, par exemple, on mangeait le même plat. Une fois qu'elle avait estimé qu'elle avait réussi, il arrêtait et on passait à autre chose. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai vu. Et après, D'accord. quand j'étais un peu plus grand, donc j'étais habitué à bien manger, à manger des bons produits. Il y a eu la semaine du goût qui a été une révélation parce que on achetait à moitié prix des places dans des grands restaurants. Et j'étais fasciné par ça. Et étudiant, j'ai pu me payer des grands restaurants grâce à ce système-là. Et après, je me suis dit, je vais essayer de les reproduire parce que je vais pas aller dans les grandes tables tous les jours. Donc, mon idée, c'était de décortiquer ces plats et essayer de les reproduire après chez moi. Et justement, vous parliez de la saison Top Chef. Vous avez aussi coécrit, vous avez participé à l'écriture d'un livre Masterchef, justement. Donc, on le voit à l'écran, là, le cookbook, les 100 meilleures recettes de l'émission Masterchef. C'était votre premier livre. Exactement. Après, c'est un livre, ce qu'on appelle participatif, mais le but, c'était de réécrire les recettes des candidats pendant les épreuves. Donc, c'était un peu compliqué parce que lorsque vous faites un concours comme ça, en fait, on vous donnait souvent ce qu'on appelle des boîtes mystères. Donc, les boîtes mystères, vous découvriez les ingrédients, mais c'était un peu à la louche. Vous voyez, c'est que lorsque la boîte arrivait, on avait un steak, on pesait pas, on mesurait pas, puis on notait pas ce qu'on avait fait. Donc, ça a été un vrai travail de recherche après pour se souvenir des plats. Et moi, j'ai des souvenirs de plats que j'ai faits et que je n'arrive pas à refaire. Et ça, c'est souvent comme ça dans la cuisine, c'est que quand vous êtes un peu dans le jus ou dans le pressé, en fait, vous vous surpassez. Et quand vous êtes calme dans une cuisine, tranquillement, en train d'essayer de faire le plat, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur, parce que derrière, il y avait un enjeu. Donc, on ne retrouve pas forcément les goûts qu'on a fait une première fois. Justement, si vous aviez une anecdote, un souvenir justement de cette première saison de Masterchef, ça serait laquelle? Il y en a plusieurs, mais je crois la plus anecdotique, c'est quand on a dû faire on s'est fait défoncer vraiment par le jury et on se faisait défoncer à l'époque. Maintenant, ils sont plus soft, mais je vois les émissions Top Chef où ils sont presque copains avec les jurys. Nous, on se faisait vraiment laminer et l'épreuve la plus compliquée, en tout cas, c'était celle sur la frégate de Grasse où on devait servir, mais pour de vrai, hein, c'était pas de la télé, pour de vrai, on devait servir les repas à 200 marins qui étaient affamés, mais imaginez des novices en train de cuisiner dans un bateau qui fait comme ça, une pâte à choux pour 5000 personnes avec pas de voilà, une grosse pâte à choux pour avec l'humidité, ça gonflait pas quoi. Ça a été un enfer et un calvaire, vraiment. Mais on a rigolé à la fin et finalement les marins nous ont félicités. Ils n'étaient pas rancuniers parce qu'on les a fait manger avec 2 heures de retard. Voilà, ça va. Mais en tout cas, merci à vous pour toutes ces anecdotes. Et justement, on rappelle que vous êtes avec nous pour nous présenter ce livre. Attendez, il est là. Aux éditions Hachette Cuisine, excellent, le
gros livre des œufs, dont on va avoir l'occasion d'avoir la chronique de Sonia dans quelques instants. Mais justement, un livre coécrit avec Mireille Sanchez. Mais comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre, nous demande Frédéric. Alors, ce livre, en fait, c'est la fusion de 2 livres, en fait, à peu près. C'est l'histoire. Moi, j'ai commencé ce livre en 2014. Je devais le faire avec quelqu'un d'autre qui faisait des coquetiers. C'était, voilà, on s'était associé là-dessus. Et puis, il a vendu son affaire. Il n'était plus intéressé de faire un gros livre, en tout cas un livre sur les œufs. Donc, j'avais toujours ce livre en projet. Et puis, moi, j'aime bien travailler les produits simples, c'est-à-dire les œufs, la pomme de terre, etc. Parce que d'un simple produit, parfois, on peut faire juste une œuvre d'art. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas forcément le coût du produit. Il y en a qui préfèrent travailler le caviar, le langouste, etc. Moi, je préfère travailler un produit simple et d'en faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'ai continué à travailler des recettes. Et puis, un jour, à Macao, j'ai rencontré donc Mireille Sanchez par le biais d'un ami qui s'appelle Édouard Pointreau et qui m'a dit, bah voilà, elle a écrit un livre sur le poulet. Toi, je sais que tu fais un livre sur les œufs. Vous devriez peut-être vous rencontrer. Et voilà. Et après, Mireille m'a dit, ah oui, ce serait bien de faire un livre sur les œufs. Et c'est comme ça que le livre est né. Eh ben, en tout cas, c'est un très beau livre, hein. On l'a vu à l'écran et on le voit effectivement derrière. Donc à l'intérieur, hein, pour ceux qui nous regardent l'auront compris, donc c'est pratiquement plus de 1000 recettes sur les œufs, que ce soit pour le petit déjeuner, pour l'entrée, pour l'hors d'œuvre, hein, même pour les desserts et encore, même pour la décoration des tables, on va avoir l'occasion Ouais. d'en parler. On le voit effectivement à l'écran, on peut avoir les œufs cocottes. Justement, ça, Oui. les œufs cocottes, c'est visiblement c'est une recette qui vous tient à cœur. Moi, j'aime bien les œufs. En fait, ce que je vous ai dit, c'est les plats simples. Et puis là, en plus, il fait chaud. Donc, c'est quelque chose qui va être rapide à faire. Vous allez casser votre œuf dans le fond de votre ramequin que vous avez bien beurré, etc. Et puis surtout, c'est quelque chose à la fois ludique. C'est-à-dire que vous allez mettre toute la garniture, tous les toppings que vous aimez rajouter dedans. Voilà. Et vous mettez ça, vous enfournez. Et ça cuit en 12 minutes. Ça dépend comment vous aimez votre œuf. Il y en a qui l'aiment crémeux. Il y en a. Alors l'œuf, c'est toute une histoire, hein, parce qu'il y en a qui aiment le blanc bien dur. Il y en a qui aiment le jaune coulant. Il y en a qui cuisent les œufs au plat, mais qui les retournent à l'américaine pour que le jaune soit bien dur. Enfin bref, chacun peut customiser son œuf. Et justement, vous, comment vous l'aimez l'œuf, vous en particulier, plutôt en plat, en dessert, nature? Moi, je l'aime simple, vraiment, parce que alors j'ai la chance, j'ai le bonheur, je dirais, de manger beaucoup. Et parfois, c'est vrai qu'un seul œuf, et je comprends quand parfois des clients me disent Cyril, fais-nous juste un œuf. Et je comprends parce que les gens qui ont l'habitude de manger toute la journée, toute la semaine, parfois ils ont besoin d'une simplicité. Et la simplicité absolue, c'est vraiment l'œuf au plat, l'œuf cocotte, un œuf dur. Alors moi, quand il est au plat, je l'aime bien quand il est un peu tremblotant et que le jaune soit bien juste cuit. Quand il est dur, je l'aime pas dur. D'ailleurs, vous savez que plus vous faites cuire votre œuf, plus il sent mauvais, hein. Quand souvent on dit, vous avez quelqu'un dans le wagon, dans le train qui ouvre un œuf, si ça sent l'œuf, le soufre, c'est que l'œuf a cuit Mhm. trop longtemps. Donc vraiment, D'accord. limitez votre cuisson de l'œuf à 9 minutes maximum. Vraiment maximum, et vous le refroidissez après. Et moi, je l'aime D'accord. plutôt quand il est mollet, vous voyez, quand l'œuf est presque à la japonaise, quand l'œuf est bien jaune, bien crémeux. Parce qu'il y a justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a justement une remarque qui dit pour la cuisson des œufs, on cite souvent le 3-6-9. Ce n'est pas Oui. infaillible en fonction du calibre. Avez-vous un truc parfait? Non, il n'y a pas de truc parfait, justement, parce que la cuisine, c'est pas de la science exacte, c'est pas des mathématiques, c'est pas binaire. Donc, chaque œuf est différent. C'est pour ça que souvent, on vous conseille ce temps-là. Après, vous pouvez commencer à peser vos œufs. Si vous pesez vos œufs, vous allez voir qu'un œuf en moyen, il fait entre 56 et 60 grammes. Pour ce poids-là, c'est ce qu'on appelle les œufs courants, hein. Après, vous avez les gros œufs coques, mais généralement, la référence est 56 à 60 grammes. Cela, la règle des 3-6-9 fonctionne très bien. L'idée, c'est de le mettre dans de l'eau qui est déjà bouillante. Vous le déposez délicatement. Vous pouvez vinaigrer un petit peu votre eau. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des micro-fissures et c'est pour ça que votre œuf, il y a un peu de blanc qui déborde. C'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais lorsqu'on le met dans la casserole, ça commence à sortir. Donc, vous mettez un peu d'œuf, ça permet de vinaigre ou de citron, ça permet juste de coaguler et d'éviter que l'œuf continue à s'échapper. Et puis là, effectivement, vous avez les 3 minutes pour l'œuf coq. Vous le ressortez, vous le refroidissez automatiquement. 6 minutes, vous avez votre œuf mollet. Et 9 minutes, moi, je conseille de faire un peu moins de 9 minutes. Le temps idéal, allez, soyons pas snob, mais c'est 8 minutes 40. 8 minutes 40. Eh bien, écoutez, en tout cas, Oui, merci pour et ce vous verrez que ça conseil. change d'année en année. C'est-à-dire que les goûts évoluent. C'est-à-dire que dans le temps, plus ça cuisait, meilleur c'était. Et là, les goûts vont vers quelque chose de plus moins cuit et où on a plus les saveurs qui s'expriment.
D'accord. Et justement, il y a René qu'on salue. Bonsoir René, qui nous dit, suivant les races de poules, est-ce que les œufs ont des goûts différents? Parce que par exemple, Alors j'ai oui, une bêtise, mais est-ce que l'œuf d'autruche, l'œuf du colibri ou l'œuf de n'importe quoi peut avoir des goûts différents? absolument. Alors non seulement ça tient compte de leur alimentation, parce qu'ils peuvent manger du blé, ils peuvent manger du maïs, ils peuvent manger de la luzerne. Donc déjà, la couleur à l'intérieur de l'œuf sera différente. Et puis vous avez des œufs verts jusqu'au bleu, en passant par le jaune, le rose, le mauve. On a tous, tout dépend de la génétique de la poule. Et tout dépend de l'alimentation qu'elle a eue. Et effectivement, il y a des petits goûts qui sont différents. Un œuf de Cannes, vous allez le reconnaître parce que c'est assez puissant par rapport à un œuf de poule. L'œuf d'autruche, je vous raconte pas, c'est sympa, mais pour l'œuf au plat, il faut compter 40 minutes. Hein, donc, Ah oui, quand ça même. prend un peu plus de temps que les 3 minutes nécessaires pour le cuire un œuf de poule. Et voilà, et vous avez des œufs, effectivement, qui ont des goûts différents selon l'alimentation qu'ils ont eue. Mais je dirais que c'est assez subtil. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup et merci René hein, pour cette Oui, question. merci. C'est vrai qu'on se dit souvent, voilà, les œufs, c'est un produit sain, mais en fait, il y a beaucoup de mystères autour de cet œuf. Souvent, on prend un œuf, on voit qu'il y a des écritures dessus, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et justement, on le répète, hein, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux et vous avez également un site internet où vous expliquez beaucoup de choses autour de l'œuf. Essentiellement, par rapport au lait, c'est de savoir si c'est né en plein, si c'est des poules nées en plein air, si c'est des œufs bio. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi de ça? Exactement, vous avez les lettres. Alors, vous avez le FR qui vous permet de repérer tout de suite si c'est un œuf français. Alors, on a de la chance en France, on est bien protégé, puis on est autosuffisant en œufs. Donc, on n'a pas d'œufs importés, ou en tout cas, les œufs de la consommation pour les gens en grande distribution ou chez les marchés sont des œufs français. Je ne parle pas de l'industrie qui peut importer des œufs d'ailleurs, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, dans la consommation courante de nos œufs, on a essentiellement des œufs français. C'est comme la viande française bovine, elle est réservée exclusivement au marché français en priorité pour les consommateurs. Les restaurateurs, pareil, c'est un autre, c'est un autre sujet. Mais voilà, vous avez ça. Puis après, vous avez les lettres qui vous permettent d'identifier l'élevage. Et puis, vous avez la première lettre, le 1, le 0, 1, 2, 3. Donc 0, c'est 100% bio en plein air. Le 1, c'est des œufs qui sont élevés en, en captivité, mais les poules ont les pieds sur terre. Le 2, c'est en 1 et elles peuvent sortir. En 2, elles sont en captivité, mais elles ne sortent pas. Et en 3, c'est ce qu'on appelle, et c'est affreux, ne les achetez pas. C'est les œufs en cage. Voilà, c'est les poules qui ne font que pondre sans voir la lumière du jour. Ouais, mais en tout D'ailleurs, cas, ça commence à être interdit. Il y a une loi européenne qui est sortie normalement en 2025. Donc, à partir de 2028, on n'aura plus d'œufs normalement en cage. normalement. Donc, En tout cas, c'est poules au sol. eh ben, on Mais peut faites retrouver attention un. à ça, parce qu'il y a le bien-être animal, et puis, mine de rien, sur un œuf, c'est bon de savoir comment il a été élevé, parce qu'après, il y a le confort de la poule, Mm. et on n'imagine pas, c'est un peu comme le cochon pour les jambons et les saucissons. Vous avez des cochons qui sont tous serrés, c'est la même chose pour les poules. Donc voilà, après, c'est des poules qui sont jetées n'importe comment, qui finissent dans vos nuggets. Vous allez vous régaler dans certaines enseignes. Voilà. Et donc, c'est plutôt bien d'avoir des éleveurs qui élèvent bien leurs animaux. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour, je vais pas dire être le porte-parole effectivement de la bonne cuisine, mais on peut retrouver toutes ces informations sur www.cyrilrouquet.com. Vraiment, c'est un Oui, site à tout à fait. découvrir. En plus, il est très bien fait. Il y a pas mal d'informations et on va avoir l'occasion tout à l'heure de voir des recettes défiler. Mais ce que je peux vous proposer, c'est de recevoir Sonia, qui je sais a bien aimé votre livre et qui a beaucoup de choses à vous dire. Eh ben, on écoute ça. Alors, ma chère Sonia, tu as lu ce livre, tu as fait quelques recettes de justement chez toi. On l'a vu effectivement que ça a été plutôt apprécié. Mais avant d'écouter ta chronique, j'aimerais bien qu'on diffuse une petite vidéo justement d'une des recettes qui est dans ce livre. On l'a vu, on affiche tout à l'heure des œufs cocottes de Cécile. On peut retrouver sur votre chaîne YouTube. C'est de la regarder et ensuite on en discute. Aujourd'hui, je te montre comment faire des œufs cocottes à la perfection. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Cyril Rouquet-Prévost. Allez, tout de suite la recette. Tu beurres généreusement des mini-cocottes. Pour 2 personnes, tu casses 2 œufs, tu les verses dans les mini-cocottes, tu rajoutes la garniture de ton choix, ici des lardons grillés et du parmesan, tu poivres généreusement, tu refermes la cocotte
et tu enfournes 5 à 6 minutes dans un four à 160 degrés. Une fois que tes œufs cocottes sont cuits, tu les parsèmes de ciboulettes, d'un trait de crème réduite, c'est juste de la crème liquide entière que tu as fait réduire de moitié avec un peu de sel et de poivre. Tes œufs cocottes sont parfaits à déguster. C'est une recette que tu peux retrouver page 85 d'Excellente, le gros livre des œufs, mon nouveau livre, coécrit par Cyril Rouquet-Prévost, votre serviteur, et Mireille Sanchez. Voilà donc pour la recette de cocotte. J'ai faim maintenant. Hein. Ah, moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Déjà, tout l'après-midi, en préparant l'émission, j'ai eu faim. Alors, justement, les œufs cocottes, expliquez-nous un petit peu là, cette recette. On le voit, vous l'avez dit, hein, on voit, et c'est ça qui est bien dans ce livre, c'est que vous expliquez, vous avez les recettes, mais vous donnez aussi des fois l'origine, le pays, du pourquoi on appelle telle ou telle recette. Là, par exemple, les œufs cocottes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette recette? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une recette qui est assez simple. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. L'idée, c'est d'avoir des petites cocottes, mais si vous n'avez pas de cocottes, vous pouvez faire des ramequins, vous pouvez graisser. L'idée, c'est de vraiment graisser son contenant pour que l'œuf n'adhère pas au moment de la cuisson. Et puis, une fois que vous l'avez bien graissé, vous cassez délicatement votre œuf dedans. Vous le recouvrez de la garniture que vous aimez. Alors là, on avait vu du parmesan, du lardon, mais vous pouvez mettre juste des légumes, des petits brocolis, de l'artichaut, des olives vertes, des olives noires, peut-être de la tomate, etc. Vous allez l'enfourner au bain-marie entre 5 et 6 minutes. Ça dépend de l'épaisseur du ramequin, et puis ça dépend de la cuisson que vous aimez. Et puis après, la petite gourmandise, c'est de faire réduire de la crème fraîche à côté, que vous salez, que vous poivrez, vous la versez dessus, vous rajoutez les herbes que vous aimez. Là, c'était de la ciboulette, mais vous pouvez mettre de la coriandre, vous pouvez mettre parfois de la menthe, ça se marie très bien aussi, du basilic, et vous passez un moment gustatif absolument délicieux. Ah ça, je n'en doute pas, hein, effectivement. Et justement, Sonia, par rapport à ce livre, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors, tout d'abord, prendre une petite poule, attendre qu'elle ponde un gros livre jaune, fendiller la coquille, et la surprise, vous saurez tout, vous saurez tout sur les œufs. Le petit, le moyen, le gros, le blanc, le jaune, le français, le portugais, le londonien, le breton. Bref, vous saurez tout, absolument tout. Du petit déjeuner au dîner, en passant par le sucré ou le salé, l'œuf n'aura plus aucun secret pour vous. Des recettes simples et qui mettent l'eau à la bouche sont présentes ici par centaines. Il y en a tellement que cela en devient compliqué d'en choisir une. Alors, autant l'allier l'utile à l'agréable. Donc, pour cette chronique, j'ai choisi l'œuf breton. Oh oui, ça va, je ne me mouille pas de trop. Non, je ne suis pas une poule mouillée, je suis juste bretonne. Bon, revenons à nos poules qui nous ont pondu de beaux œufs tout frais. Et comme mon entourage est légèrement gourmand, un vote unanime qui a élu les crêpes. Non, ce n'est pas du chauvinisme. Évidemment, cela a ravi les grands comme les petits. Mais Sonia, n'étant pas farouche sur les choses qu'elle ne connaît pas, a décidé en son âme et conscience de choisir une recette à faire en plus. J'ai voulu tenter. Les œufs à la couille d'âne. Mon Dieu, je l'ai dit en direct. Hein. Bon, j'assume pleinement. Malheureusement, malgré le nom qui m'a énormément fait rire, je n'ai pas trouvé de couille d'âne dans ma bourgade. Car il faut savoir que c'est une variété d'échalotes oignons produite dans le Berry et que chez moi, en Bretagne, on n'en trouve pas. Tout cela pour vous dire que si vous aimez les œufs, mais que vous voulez varier votre façon de les cuisiner, avec ce livre, vous trouverez à coup sûr votre bonheur. Oh, merci. C'était très bien. Bravo. Merci à vous. J'adore les jeux de mots. Hein. Les couilles d'âne, là, je suis restée bête quand je l'ai vu dans le sommaire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, alors, voilà, je ne vous fais pas le détail de l'échalote, à quoi elle ressemble, mais effectivement, quand vous avez une paire d'échalotes, quand vous avez une belle paire, si je puis m'exprimer ainsi, voilà. Vous avez... Après, il faut connaître la morphologie de l'âne. Alors, je ne sais pas qui a trouvé ce nom, parce qu'il devait être spécialiste, effectivement, de l'anatomie des ânes. En tout cas, merci. Oui, c'est vrai que j'en ai pas trouvé chez moi, donc sinon j'aurais tenté la recette. Hein. Rien que pour avec le nom, voilà quoi. Donc, oui, mais alors après, vous pouvez prendre des grosses échalotes. Hein. L'idée, c'est de dire que tout peut se substituer. Il n'y a pas de règle. Si vous n'avez pas l'ingrédient principal, si on vous dit que c'est une échalote couille d'âne, effectivement, vous pouvez même prendre un oignon de Roscoff. Oui.
Voilà, ça j'en trouve. Voilà, là c'est un peu du poids, il me semble. Mm. Vous Eh prenez ben, des petits oignons de rose, des gros, ils sont gros, hein, les oignons de rose, de toute Voilà. façon. Bon, Ouais, d'ailleurs, c'est ça. j'aime bien, c'est Ouais. un très Mais c'est vrai beau. qu'on ne sait plus où mettre nos papilles rien qu'en ouvrant le livre, quoi. Je ne savais pas comment on pouvait faire autant de choses. Enfin, c'est vrai que les œufs, il y en a beaucoup dans les desserts, mais c'est vrai Ouais. qu'au niveau plat et tout ça, on n'en trouve pas autant en fait dans les livres normaux entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est super intéressant. Et je vous remercie d'ailleurs Alain et vous, Sonia, parce que vous avez parlé de lecture. Parce qu'en fait, c'est un livre qui n'est pas forcément dans une cuisine, mais qui peut se mettre dans les toilettes, sur votre livre de chevet. Parce qu'il y a plein de petites anecdotes, on vous raconte des histoires, il y a plein d'encarts. Donc, si vous n'êtes pas fan de cuisine, vous pouvez lire, voilà, vous avez l'histoire des œufs cocottes sur la page que vous présentez, où on vous raconte, voilà, l'histoire. De comment le faire. Voilà, on essaie de vous trouver des petites anecdotes, des textes, des extraits de livres parfois qu'on a retrouvés qui parlent à chaque fois de ce thème-là. Donc, parfois, on peut faire omission. Moi, je connais des gens qui cuisinent pas du tout et qui achètent ce livre parce qu'ils le trouvent beau et parce qu'ils se disent, tiens, je vais apprendre des choses. Donc, on peut s'en servir en cuisine pour cuisiner, mais également, on peut juste passer un petit moment à regarder les dictons et à le lire comme on veut. Et puis il y a des eh ben, recettes du vraiment. monde entier, c'est ça qui est bien aussi. Oui, on part de l'Azerbaïdjan jusqu'au Zimbabwe, et comme vous l'avez bien souligné, hein, du petit déjeuner en passant par le déjeuner, goûter, dîner, la pâtisserie, et puis Voilà. les boissons, parce qu'il y a pas mal d'œufs, pas mal de boissons à base d'œufs. D'ailleurs, vous savez que lorsque vous faites un cocktail, là, il fait soif, hein, non? Eh bien, Oui. quand on parle d'un whisky sour, le mot sour, c'est quelque chose d'amer, et en fait, c'est souvent le blanc d'œuf qui est mixé avec le mixologue comme ça, et qui donne cette petite crème qu'on a sur le dessus. Et qui cuit, c'est le D'accord. blanc d'œuf qui va cuire avec l'alcool et qui va faire cette belle mousse qu'on a sur nos cocktails. D'accord. Et ben, en tout cas, vraiment, tout ça, on peut le C'est ma découvrir effectivement découverte, dans. hein, on le dit bien. Voilà. Moi, En Sonia, tout je cas, sais que c'est. vous buvez de l'eau, donc j'ai pas de souci avec ça, mais pour les gens qui boivent de Ah, l'alcool, Voilà. bon, en tout cas, effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est un très beau livre, hein, on le rappelle, excellent, le gros livre des œufs chez Hachette Cuisine, donc coécrit, donc écrit par vous, Cyril Rouquet-Prévost, mais aussi par Mireille Sanchez, hein, qu'on embrasse bien et sûr. qu'on salue. Et aussi, donc je vois qu'il y a pas mal de petites questions qui arrivent. Et ensuite, j'aimerais qu'on regarde aussi quelques recettes. Il y a par exemple les questions qui disent d'où vient l'expression, si vous le savez, Cyril, va te faire cuire un œuf. Eh bien, je le savais, mais j'ai oublié. J'en ai Parce que- fait tellement. Mais ça va me revenir. Je vais rechercher dans mon livre. Vous voyez, c'est bien, c'est ce que je vous disais. Hein, ce livre-là, c'est comme un Vidal. Mais effectivement, j'ai oublié l'anecdote. Donc, si vous la retrouvez, aidez-moi. Ben voilà. Auteur en perdition. Hashtag. Voilà. Là, vous inquiétez pas, il y a notre James Bond, notre Sherlock Holmes en coulisses qui va regarder ça et qui va nous le donner dans quelques instants. Mais justement, j'aimerais bien qu'on discute en préparant l'émission tout à l'heure, et je l'ai dit, on le retrouvait sur votre site internet. Il y a des recettes au niveau international, des françaises, des polonaises, on va en Oui, parler, mais vous pouvez aussi faire des décorations de table avec des œufs, des desserts. oui. Et justement, il y a une recette des œufs farcis en coquille de Pologne. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'en plus, ça a l'air Oui, bon, alors ça. c'est une recette que j'adore. C'est super bon, vraiment. Ça a l'air. C'est quelque chose qu'on fait généralement. C'est une tradition de Pâques dans les pays de l'Est. Et c'est des œufs durs. Alors, c'est un peu technique. Et ça tombe bien parce que je l'avais présenté également à une émission radio et j'avais une auditrice polonaise. Et je lui ai dit, moi, j'ai un moment où je galère un petit peu. C'est quand il faut couper la coquille en deux. C'est-à-dire que vous allez faire cuire, dans la recette initiale, c'est que vous allez faire cuire des œufs durs. Une fois que vous les avez cuits durs, vous les coupez en deux, mais en faisant attention de ne pas casser la coquille pour avoir laissé l'œuf dans la coquille. Effectivement, il vaut mieux le couper cuit, parce que si vous le coupez cru, la coquille va vraiment casser. Donc, une fois qu'il est dur, vous allez essayer de le fendre et de faire, on voit sur l'image, de faire deux demi, c'est pas des sphères, hein, deux demi-ovales parfaits. Et après, vous évitez votre œuf. Vous allez faire un mélange avec de l'échalote. Et on en parlait, peut-être de la couille d'âne. Comme ça, il n'y a pas que vous qui l'aurez dit, Sonia, vous êtes absous. Vous allez mélanger des herbes, etc. Vous allez rajouter de l'œuf, de la chapelure, et vous allez re-remplir les coquilles vides. Vous allez les faire cuire dans un petit peu de matière grasse
côté chapelure, c'est-à-dire côté de la garniture, et vous obtenez ce résultat-là. En tout cas, ça donne énormément envie. Donc, c'est une tradition polonaise pour Pâques. Bah, voilà, et c'est très bon, mais il y a le petit risque d'avoir de la coquille. Et effectivement, je dis à chaque fois, faites attention, mais c'est super simple. Et vraiment, je vous invite à la faire, cette recette, elle est délicieuse. Puis l'astuce, là, on le voit sur l'assiette, c'est que je mets toujours un peu de sel. Vous pouvez mettre du sel, de la chapelure pour stabiliser vos œufs. Ce qui est bien, c'est de faire quelque chose qui soit comestible. Donc, vos œufs, vous les avez lavés au préalable, donc les coquilles sont propres. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est si vous aimez les crumbles, vous savez, vous faites un petit crumble de parmesan, c'est par exemple 100 grammes de beurre avec 100 grammes de farine, vous rajoutez 100 grammes de parmesan, vous émiettez ça du bout des doigts, vous faites cuire 10 minutes au four et vous posez vos œufs dessus. Comme ça, on ne jette pas la garniture qui permet de stabiliser les œufs. D'accord. On rappelle, on le voit circuler à l'écran, on le laisse depuis tout à l'heure et c'est volontaire, qu'on peut retrouver ces recettes aussi sur votre site internet, avec les photos en plus qui illustrent, qui vont en plus vous donner aussi l'origine et pour le nombre de personnes. Là, c'est une recette pour 4 personnes, si je me souviens bien. Oui, voilà, c'est 4 personnes, mais après vous adaptez. Les œufs, l'avantage, alors on dit souvent que c'est technique, alors oui, pour la pâtisserie, mais l'œuf, il est formidable parce que le blanc peut se substituer au jaune. Par exemple, vous pouvez faire briller un gâteau avec le blanc. Une fois que le gâteau il est sorti du four, vous le lustrez avec du blanc d'œuf, ça fait exactement le même effet qu'avec le jaune. Eh ben, voilà, c'est vraiment sympathique et effectivement, on retrouve, on le rappelle. On s'en lasse pas. Il y a aussi la décoration de la table. Ça, j'ai trouvé ça original et je sais que Sonia va s'empresser de la tester. Et en plus, c'est joli. Donc ça, c'est c'est quoi? C'est français de faire décorer les tables comme ça, quoi? Les œufs merveilleux, ça vient de différents pays, ça vient de ces différentes techniques. Alors, il n'y a pas de recette. Alors, il faut savoir que toute cette décoration des œufs, ça vient de Pâques. Pâques, qu'est-ce qui se passe? Hop, l'Église catholique, boum, interdiction de manger des œufs et des protéines animales pendant toute la période de carême. Mais sauf que les poules, elles sont pas au courant de cette loi. Donc elles continuent à pondre, elles pondent. Et donc ça fait qu'au bout de 40 jours, on a un stock d'œufs qu'on n'a pas consommé. Alors certains avaient trouvé l'idée de se dire, eh ben tiens, les œufs qui ont été pondus semaine 1, je vais les peindre en rouge. Comme ça, je vais les repérer. Je sais que ceux-là, c'est les plus anciens. Et puis après, les œufs de la semaine 2, je vais les peindre en bleu. Et c'est comme ça que la décoration des œufs est arrivée. Et puis après, les gens se sont pris au jeu. En Hongrie, je crois qu'il y a même des concours, il y a un musée d'œufs décorés, il y a des arbres qui sont décorés d'œufs comme ça, parce qu'il y en a qui sont périmés, donc on préfère les décorer plutôt que de les consommer. Et puis après, les gens sont allés plus dans des variations, et là, c'est des œufs durs. Donc vous faites cuire vos œufs durs. Une fois qu'ils sont cuits, là, je me suis amusé à coller des feuilles de persil sur les œufs, avec une petite gaze alimentaire. J'ai fait maintenir la petite feuille de persil, les petites feuilles de persil. Et puis après, je les ai plongées dans un jus de betterave. Je les ai refait bouillir. Je les ai laissés mariner pendant une nuit complète. Et une fois que c'est refroidi, vous enlevez la gaze, vous décollez la feuille et vous avez l'empreinte qui est marquée sur votre œuf. Franchement, c'est très très beau. Sonia, qu'est-ce que tu peux... Pareil, et là, c'est mis sur de la chapelure verte, donc c'est de la chapelure avec du persil. Et comme ça, à table, vous mettez ça sur votre table de Pâques, ou sur une table de dîner, comme ça, et les gens peuvent manger la décoration. Moi, j'adore quand on mange la décoration. C'est mieux qu'avoir des bougies en plastique qui ressemblent à des gâteaux, qu'on mange par erreur, parce que ça sent bon, et on se rend compte que c'est une bougie. Et ben là, c'est déjà arrivé, effectivement. Ouais. Sonia, qu'est-ce que tu peux... Ouais, je me suis toujours demandé comment il fallait faire, mais là, du coup, voilà, j'ai ma prochaine déco de table en tête. Alors, vous pouvez utiliser un vieux collant propre, de préférence, parce qu'on va demander une chaussette ou quelque chose comme ça, peu importe. Si vous n'avez pas de gaz alimentaire, vous pouvez même utiliser de la gaz stérile de pharmacie. Oui. C'est les petites compresses qu'on a en 4, là, qu'on déplie. Et vous mettez un élastique ou un peu de ficelle alimentaire, et c'est très bien. Et vous laissez tremper dans votre liquide, et ça vous fait ce résultat-là. Ah, vous avez toutes les couleurs, hein. Oui, justement, je vois des questions qui arrivent sur la couleur des œufs. Donc, on rappelle que c'est un livre excellent, le gros livre des œufs aux éditions Hachette Cuisine, écrit donc par Cyril Rouquet-Prévost et coécrit avec Mireille Sanchez. Et il y a justement une dernière recette que j'aimerais bien qu'on en parle, et c'est surtout celle-là qui m'a donné faim, moi qui adore le sucré. C'est une recette italienne, la tarte ricotta citron. Ça, c'est la torta della nonna alla ricotta, oui. Et là, j'ai eu de la chance. Alors, je ne parle pas du tout italien. Alors, le problème de ces livres-là, c'est qu'il y a beaucoup de langues.
Et on s'excuse d'ailleurs auprès de certains pays, parce que je demande, est-ce qu'on a, à chaque fois, on essaie de vérifier auprès des gens, c'est bien le bon nom. Mais alors la prononciation, par contre, parfois c'est une catastrophe. Il y a des recettes dans le livre, je ne suis incapable de les prononcer. Hein. C'est des. Ben, je Mais vous au épargne, on moins, a vu tout à l'heure ouais, la recette polonaise tout à l'heure des œufs en coquille farcie. Je voulais pas demander voilà, de me la dire en version polonaise. vous avez fait l'économie de le dire et vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Et donc là, c'est une tarte à la ricotta, donc c'est assez simple. Hein. Vous faites une pâte brisée ou une pâte feuilletée et vous allez faire un appareil. Alors un appareil, c'est un mélange. Hein. Quand on dit un appareil, c'est le mélange, c'est la garniture qu'on va faire. Donc là, il y a de la ricotta de mémoire, il y a un peu de farine, il y a forcément des œufs entiers, du sucre, du jus de citron et du zeste de citron. Vous allez battre tout ça, vous allez garnir votre fond de tarte, vous allez enfourner et puis une quarantaine de minutes et une fois que ça ressort, eh bien, vous allez déguster ça en ressaupoudrant de sucre glace. Vous pouvez rezester un petit peu de citron pour renforcer le goût. Et vous avez la torta della nonna. La nonna, c'est la grand-mère en italien. Et en tout cas, ça donne envie, effectivement. On peut retrouver encore une fois sur votre site internet. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toutes ces recettes? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui te plairait et que tu viendras nous faire en Oui, direct dans je l'émission? teste, parce que j'ai mon fils qui est un fan de la tarte tropézienne et Ouais, il y j'ai a la vu qu'elle recette. était dedans, donc Ouais. voilà. Donc il faudra que je la Mais c'est teste. long, hein. Oui, voilà, Elle est c'est ce qu'il longue. me dit. Voilà. J'ai la vidéo qui va sortir bientôt d'ailleurs. Moi, c'est ma tarte préférée. C'est, oh là là, ce goût de brioche, Ouais, de ouais, crème, oh là là, la crème tropézienne avec ce petit goût d'arrière-goût c'est de ça. fleur d'oranger, c'est Mm, superbe. Donc, il a bon goût, voilà. mon fils. Bien. Ouais. Faut avoir, je conseille, si vous Je faites prendrai la des pâte, photos. si vous avez une pâte briochée, si vous avez un appareil, il faut avoir, vaut mieux avoir un robot pâtissier parce que Mm, ça fait des muscles. ouais, Ah ouais. oui, La brioche, effectivement. je conseille toujours d'avoir un Un petit minimum robot, ouais. d'équipement parce que Ouais, c'est ça ça. fait des muscles. Mhm. Bah, vous dites que la vidéo sortira bientôt. On rappelle hein, qu'on peut aussi Ouais. retrouver toutes vos recettes sur votre chaîne YouTube, pardon. Donc, c'est Cyril Rouquet-Prévôt, Masterchef. Donc, on va laisser le lien à quelques instants. Alors, il y avait une question. Vous parliez tout à l'heure des recettes des œufs, des couleurs. Donc, il y avait une question, je vois. Avez-vous déjà fait des recettes par erreur? Il m'est arrivé de servir des œufs durs rouges tombés par accident dans le jus de betterave. Bah, c'est ce qu'on disait exactement. Sur les œufs, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors oui, alors souvent quand on casse les œufs, souvent on finit sur des omelettes blanches parce que d'un seul coup on a cassé son œuf, il y a le jaune qui s'est barré, etc. Donc ce qui est bien pour quand vous cassez les œufs, c'est d'utiliser des mains propres et Je vous cassez m'absente. votre œuf dans votre main et vous laissez Pardon. couler le jaune, le blanc, pardon, vous laissez couler le blanc. Et sur les œufs, il m'est arrivé. Oh là là, l'autre jour, il m'est arrivé. Non, alors par contre, une catastrophe. Il m'est arrivé d'oublier que j'avais des œufs dans une casserole. Aïe. Donc j'ai fumé des œufs. Et ça m'est arrivé aussi en prestation. En prestation, donc on me demande des œufs brouillés. Et effectivement, je les ai oubliés parce que quand on est en prestation, on est souvent sollicité par les clients, etc. Et je sens que mon œuf accroche et qu'il est un petit peu fumé. Et ce client-là avait les moyens, donc il y avait un peu de truffe. Donc j'ai masqué le truc avec de la truffe et ça a été parfait, c'est passé nickel. Il m'a dit, ah, il y a un Voilà. petit goût. Je fais, oui, oui, c'est votre truffe, elle est très bonne. Vous avez très bien fait en tout cas. Euh, on a la réponse, enfin, à la petite tout Oui. à l'heure expression. Donc, pour aller se faire cuire un œuf, dans le temps, les maris qui critiquaient la cuisine de leur épouse, ça m'arrive plus de nos jours, s'attendaient dire va te faire. Voilà, c'est ça ce que j'ai compris. Oui. Et c'était aussi, mais maintenant ça me revient parce que c'est dans le livre aussi. Et en fait, l'œuf, c'est ce qui permet de jauger le niveau de cuisine. Souvent on dit, je sais à peine faire cuire un œuf. On a souvent ces gens qui disent, ou la seule chose que je sais faire, c'est de faire cuire un œuf. Et dans les concours pâtissiers, et les concours de cuisine, pardon, l'œuf, c'est une épreuve éliminatoire. Cuire un œuf au plat, c'est l'épreuve éliminatoire. Donc, les origines des expressions viennent aussi de ce moment où c'est un test de cuisine. C'est-à-dire, va te faire cuire un œuf, tu ne sais pas cuire un œuf, ça veut dire que tu sais rien faire tu sais rien faire de tes 10 doigts. D'accord. Et ben, en tout cas, bah, merci beaucoup. Je sais pas, Sonia, si tu veux rajouter quelque chose un petit peu sur tout ce qui a été dit sur ce livre. Ça me donne trop faim en fait. C'est terrible. J'ai envie de tester Alors, toutes les recettes. alors, ce qui est bien, c'est que c'est un investissement. C'est-à-dire que vous avez, vous avez entre 1000 1500 peut-être recettes parce que vous avez à peu près 1500 recettes.
Et donc 360 jours, voilà, vous faites la division et vous en avez pour quelques années de recettes devant vous. Eh Donc ben, c'est bien. effectivement. Donc les gens qui disent parce que le livre vaut 60 euros, on va dire, c'est 59,95, mais c'est un investissement, hein, franchement. Là, on vient d'avoir d'ailleurs le prix du livre de référence, le prix Antonin Carême. Officiellement, le livre est considéré comme un livre de référence, donc on est super content. Eh ben, félicitations à vous et à Mireille, on rappelle, qui est votre co-autrice de ce livre. Donc, vous l'avez dit, vous êtes chroniqueur TV, vous êtes animateur de shows culinaires, auteur, producteur, mais vous êtes aussi chef cuisinier à domicile. Et justement, pourquoi j'insiste sur ça, c'est parce qu'il y a un concours, effectivement, qui est lancé là au mois de septembre. Avant de lancer la petite bande-annonce, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors ça s'appelle la Private Chef World Cup. C'est le premier concours qui est réservé aux chefs à domicile. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que souvent on a les étoiles pour reconnaître les chefs, on a les tocs des Go et Mio, mais j'ai rencontré plein de gens qui ont du talent, qui sont des chefs événementiels, qui n'ont pas de restaurant forcément, qui officient juste chez des clients comme cela, ou alors qui sont sur des salons, c'est les gens qu'on voit généralement cuisiner sur des stands, etc., et qui ont vraiment de l'or en main. Et je me suis dit, ces gens-là, on ne les récompense jamais, quoi. Ils passent à travers toutes les récompenses. Donc l'idée, c'était en septembre, du 11 au 14 septembre, il y a le village international de la gastronomie qui va se dérouler à Paris, sur le quai Branly. Et je me suis dit, comme le monde de la gastronomie s'invite à Paris et que les gens qui vont tenir les stands, ce sont des chefs événementiels qui n'ont pas forcément des restaurants et qui font de la cuisine à domicile, j'ai proposé de créer la première compétition. C'est la première Coupe du Monde des chefs à domicile. Donc, on va, pendant 3 jours, sélectionner des candidats. Donc, il va y avoir des poules, des battles. Vous pouvez venir assister. Hein. Le village international de la gastronomie, c'est juste 5 € le droit d'entrée. Et après, vous visitez le monde entier du pont d'Iéna au pont d'Alma. Donc, c'est super, avec une vue sur la Tour Eiffel absolument imprenable. Et là, on va avoir donc des chefs qui vont concourir entre eux du monde entier, venus des 5 continents. On a des Cambodgiens, on a du Honduras, on a des gens qui viennent de Belgique, des gens qui viennent du Maroc, on a des gens qui viennent de Chine, voilà, un peu partout dans le monde, des Français bien évidemment. Et ils vont pendant 2 jours s'affronter, il va y avoir des battles, des poules, et le dimanche, on aura la grande finale. Avec une petite complication, un petit truc, c'est que comme on sera en septembre, on reviendra tous de vacances, on sera tous bronzés, enfin pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, et on a envie de prolonger l'été. Donc j'ai dit qu'on va faire une cuisine au barbecue, donc ils auront une petite épreuve avec une cuisson au barbecue. Eh ben, en tout Je veux bien cas, faire partie du jury. Comment? Je veux bien faire partie du jury, il n'y a pas de souci. Sonia, vous êtes invitée. Boum, c'est parti. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a une petite bande-annonce. Il y a une petite bande-annonce avec quelques modalités sur l'inscription, parce qu'on sait que les dépôts de candidature, c'est jusqu'au 15 août, et qu'on peut retrouver et postuler sur votre site internet également, /chef à domicile. De regarder la bande-annonce, en plus elle est bien faite, et ensuite on peut en parler. Alors, voilà merci. donc pour la bande-annonce. Le premier à la diffuser, je suis très touché parce que c'est la première fois que je la vois voilà, hors entre nous. Donc, c'est chouette. Merci. Merci à vous. Franchement. C'est sympa. Merci à vous. Et bon, elle est sympa. Donc, on rappelle, date limite des dépôts de candidature. En plus, quand on lit le post et quand on voit les informations, tout le monde peut postuler. Oui, voilà. Il faut être chef à domicile. Il faut être chef à domicile bien sûr. pour justifier, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais c'est gratuit. Voilà, vous postulez. Nous, on va vous fournir, la protéine, on va vendre les matériaux pour l'épreuve. Et puis après, vaille que vaille, on verra qui va se distinguer. Et on a hâte de voir ça parce que j'ai reçu des candidatures. Il y a du niveau, donc c'est super intéressant. Ce que j'aime bien chez les chefs à domicile, c'est que c'est un métier que les gens connaissent sans connaître. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont cuisiner pour 50 € dans des familles, et puis vous avez des budgets complètement extravagants qui vont pour des princes, pour des princesses, pour des rois, sur des yachts, etc. Donc j'aime bien mélanger toutes ces personnes-là parce que ce soit de 50 € à 1500 ou 2000 € la prestation,
eh bien, il y a la même volonté de servir le plat et souvent les techniques sont exactement les mêmes et le résultat est aussi fabuleux qu'on ait qu'un petit budget ou un gros budget. Moi, il m'est arrivé de cuisiner pour des Russes. Bon, c'était avant la guerre en Ukraine, mais d'avoir d'un seul coup, bon, ils buvaient plus qu'ils ne mangeaient, mais d'un seul coup d'avoir la maîtresse de maison qui me dit Cyril, vous pouvez faire spaghetti? Je regarde. Elle me dit spaghetti. Bon, ben, on a fait des spaghettis. Et donc, j'ai regardé mon équipe, ils ont fait c'est bon, je pense que vous pouvez ramener des restes. Prenez les tupperwares, il y a du reste. Donc, c'est Bon. des choses marrantes. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Il m'est arrivé d'avoir des œufs cocottes qui explosent. Une actrice connue qui me demande des œufs coques au petit déjeuner et c'est la première fois que ça m'arrive. L'œuf lui explose à la figure. Mais vraiment. Aïe. Bon, si Non, si vous êtes avec nous ce soir, c'est qu'elle vous a pas trop voulu. Oui. Non, mais c'est une grande actrice très drôle et qui avait eu le sens de l'humour et même elle n'a pas compris. Personne n'a compris. On recherche la poule. On recherche la poule. Bah justement, il y a quelques petites questions. Bon, il y a quelques questions petites rigolotes. Bon, après, est-ce que peut-être que vous pourrez répondre au débat, mais pour vous, qu'est arrivé en premier, l'œuf ou la poule, Cyril? Ah, alors, c'est un grand débat. Mais de plus en plus, on commence à savoir que la poule vient de l'œuf. On a des traces de. Alors, c'est technique. Je vous invite à aller sur Internet. Attention aux infox. D'ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose que vous disiez. Il y a eu tellement de fausses informations sur les œufs. C'est-à-dire qu'à un moment, on nous a dit que les œufs, c'était mauvais pour la santé. Il ne fallait pas en manger plus de 2, 3 par jour ou par semaine, etc. C'est complètement faux. C'est la meilleure protéine. C'est la protéine du marché la moins chère. Et il n'y a absolument pas de problème de cholestérol ou de choses comme ça, comme on nous a raconté pendant des années. Tout ça, c'est dû à des croyances où, comme ça est vecteur de salmonelle, souvent, des gens avaient des intoxications. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut limiter les œufs, attention, mais aujourd'hui, les normes d'hygiène, on a toujours des petits scandales sanitaires, ça, mais manger des produits frais, pas des produits industriels. Voilà. Et on nous a toujours dit, voilà, faut faire attention aux œufs, pas en manger trop. Eh bien non, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Bon, après, dans la mesure du raisonnable, bien évidemment, mais voilà. Et pour revenir sur la question donc de l'œuf ou la poule, oui, on a des traces alors, moi, je suis pas généticien ni paléontologue, mais on sait que voilà, les premiers animaux qu'on donnait après à la poule, on a retrouvé plus des traces de coquilles et leur génome dedans. Donc aujourd'hui, on serait plus sur une tendance de poule. Dans 2 ans, on nous dira que ce sera d'œuf, pardon. Dans 2 ans, on nous dira finalement c'est la poule. Mais bon. Bon, ça, c'est le débat sans fin, effectivement. C'est bien d'avoir du mystère. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Tous les soirs, ça fait un beau débat. Il est en fait, c'est la poule ou l'œuf? Bon, ben voilà. Bah, ça fait que ça fait débat à chaque fois, effectivement. Excellent, le gros livre des œufs chez Hachette Cuisine, donc avec vous, Cyril Rouquet-Prévost et Mireille Sanchez. Et il y a une question intéressante juste avant d'écouter la question et le passage de relais. C'est est-ce que vous avez goûté toutes vos recettes? Parce que souvent on dit les cuisiniers, est-ce qu'ils doivent tout goûter? J'imagine que oui. Oui. Et je peux vous dire qu'après le livre, ça se voit. Ça va, je mets un cœur et puis en plus, alors, il y a des recettes que je n'ai pas besoin de goûter parce que je sais à quoi elles ressemblent à la lecture. Mais il y a des recettes inconnues, étrangères. Par exemple, les œufs aux coquilles qu'on a montré tout à l'heure, je les avais jamais fait. Donc ça, à chaque fois, je mets un point d'honneur à vraiment tout faire et tout tester, tout revérifier. Parce que le but, quand vous avez un livre comme ça, c'est que les recettes fonctionnent. Il n'y a rien de pire que d'avoir souvent, on se dit, tiens, j'ai testé la recette, mais ça marche pas. Il y a un truc. Donc l'idée, c'est que vraiment, on gramme, on donne le maximum d'informations pour que la recette fonctionne et qu'il n'y ait pas de frustration. Parce qu'on se dit, on est nul. Non, parfois, c'est que vous n'êtes pas nul, c'est que la recette est mal écrite. Donc, la recette est fausse. Là, il y a un point d'honneur vraiment à avoir testé. Alors, l'avantage de goûter les recettes d'œufs, c'est que je peux vous dire que déjà, j'en avais mangé dans ma vie pas mal de ces recettes d'œufs. Surtout que c'est pas cher. Donc, voilà, une boîte d'œufs, ça vous coûte 12 œufs bio, ça vous coûte chez Carrefour ou chez Leclerc ou chez Super U, voilà, ça vous coûte entre 2,40 € et 3 €. Donc, 6 œufs déjà, vous Je vais pouvoir rassurer ma sœur en disant qu'elle n'est pas nulle en cuisine, c'est juste les recettes à chaque fois qui sont loupées, quoi. Exactement. Vous savez, c'est pareil que dans les restaurants, on dit souvent le repas était pas bon, mais on oublie le vin parce que les gens disent le matin j'étais ballonné, je suis pas bien digéré mon truc. Oui, et moi je disais toujours, vous avez peut-être
Attention, c'est peut-être le vin finalement. Voilà. Vous pouvez dire effectivement à votre sœur qu'elle n'est pas nulle, mais c'est le livre. Voilà. Voilà. En espérant qu'elle réussisse les recettes excellentes. Voilà. Bah, ça, Il faut déjà qu'elle pense à allumer son four. Là, c'est toute une histoire. Ah ouais, non. on- Au ça bout d'une heure, démarre j'ai de loin, dit, ça y est, t'as effectivement. sorti ta tarte aux pommes. Elle fait, ben, je me suis aperçue, j'avais juste mis la lumière. Ah bah, le jour-là, elle m'avait. Eh ouais, on a l'équipe qu'on mérite, mais on a la famille qu'on mérite, ma chère Sonia, C'est ça. effectivement. Ah, ben, elle est pas de la famille des sœurs Tata, non? Non, Avec je les- pense. Alors après, Mais les sœurs Tata, je pense que c'est plus un mythe. Je l'ai mis dans le livre. C'est plus le mythe qui a été créé par Kurnonski. Kurnonski, c'était le gastronome en vogue dans les années 1900 et qui aidait au développement de restaurants. Et donc, il a créé le mythe. La tarte tatin, c'est une ancienne tarte solognotte. En Sologne, hein, les sœurs Tatin habitaient dans le coin. Et voilà, et je pense qu'ils ont un peu arrangé l'histoire pour créer un mythe autour. Voilà. Il n'y aurait pas eu Kurlansky, on n'aurait jamais parlé des sœurs Tata. Mais c'est beau, les belles histoires. Donc il faut. C'est ça. Mais justement, en parlant d'anecdotes, vous parliez de la tarte tatin et j'ai vu Sonia tout à l'heure, tu as mis un commentaire par rapport à l'omelette, justement l'omelette de la mère Poulard du Mont-Saint-Michel. Est-ce que pareil, est-ce que c'est un mythe, ou est-ce que c'est vrai, c'est vraiment une vraie recette qu'elle a fait? Non, elle était maligne. C'était Annette Poulard, qui ouvre une auberge au Mont-Saint-Michel. Et elle se dit, à l'époque, beaucoup de voyageurs passaient, le chemin de Compostelle, l'abbaye, etc. Et elle s'est dit, par rapport aux autres auberges, il faut que j'arrive à me différencier. Donc son premier truc, c'était de servir des omelettes. Donc elle s'est dit comment faire, des trucs pas chers, machin, etc. pour les voyageurs et rapide à faire parce que les voyageurs arrivaient à toutes les heures et elle faisait du non-stop. Elle s'est dit tiens, je vais faire du non-stop pour héberger tout le monde. Donc ça, c'était sa première très bonne idée. La deuxième idée, c'était le produit simple, l'omelette, qu'elle pouvait agrémenter. Et puis elle s'est dit il faut que mon omelette, elle soit différente des autres. Donc là-dessus, elle s'est rendue compte qu'en fouettant un peu plus, eh ben l'omelette, elle gonflait. On rajoute, on sépare absolument pas les blancs des jaunes, hein, c'est vraiment du travail à la main. Parce que je vois des recettes qui passent sur Internet où on dit il faut battre les blancs en neige, les rajouter dans les jaunes et ça vous fait un soufflé. C'est pas du tout l'omelette de la mère Poulard. Et puis après, donc elle a commencé à faire des omelettes comme ça, à les battre, qui étaient soufflées, qui étaient bien imposantes, un peu dures à replier. Donc et c'était intelligent parce que pour 4 œufs, finalement, au lieu d'avoir une petite omelette comme ça, on avait une omelette comme ça qu'elle vendait un peu plus cher. Et donc, on avait l'impression de manger une grosse omelette, alors que finalement, au coût de revient, c'était rien. C'était la même chose qu'une petite omelette. Et enfin, après, je pense que c'est les descendants qui ont commencé à faire battre les œufs au public pour attirer le monde. Et maintenant, il y a vraiment une chorégraphie tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est impressionnant. Ouais, quand on arrive au Mont-Saint-Michel, quand on les voit faire, on se dit, mais c'est impressionnant et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu l'occasion d'en goûter parce que c'est pas trop dans mes tarifs, une omelette à ce prix-là. Voilà, mais quand on les voit faire, c'est juste. Oui, c'est 30 € l'omelette. Moi, je l'ai faite dans Masterchef, on l'a faite l'épreuve au Mont-Saint-Michel et on a travaillé, on a fait les œufs, on a fait les omelettes de la mère Poulard. On les a servis. Et en tout cas, je sais la faire. Mais il faut un bon coup de poignet. Je vous assure que c'est un bon coup de poignet. Mais c'est très sympa et franchement, elle est bonne. Franchement, elle est bonne. Et aujourd'hui, ils l'ont améliorée parce que il y a des moments, c'était un petit peu brut. Là, maintenant, il y a des belles garnitures. Voilà, c'est une belle maison. C'est assez sympa à faire. J'ai eu la chance ou le plaisir de la goûter. Effectivement, elle est très très bonne, effectivement. Vous disiez tout à l'heure, Cyril, que voilà, l'œuf pouvait se marier avec toutes sortes d'ingrédients. Mais est-ce qu'il y a un ingrédient à tout prix qu'il faut éviter avec les œufs? Alors là, vous me posez non pas une colle, mais en fait, j'ai jamais vu un ingrédient qui n'allait pas avec l'œuf. J'ai jamais vu ça. Donc, j'en ai pas. Donc, je pense que vraiment, tout peut se marier. On peut aller de tout ce qui est comestible fonctionne avec l'œuf. C'est ça qui est fantastique. Il y a zéro limite. Eh ben, merci beaucoup. Une omelette, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Il y en a qui mettent des fruits de mer, il y en a qui mettent des herbes, il y en a qui mettent de la cervelle, des abats. Non, l'œuf se marie avec tout. De toute façon, on est œuf.
Alors, rien qu'une quiche, on va faire des quiches aux légumes, aux poissons, à la viande. poulet, Et les voilà. Ouais. recettes, pareil, les clafoutis et tout, c'est vrai que voilà, quoi. Non, il n'y a Mm, aucun œuf qui va vous dire que. Alors après, il y a des ingrédients comme le vinaigre mm, qui vont les cuire, qui vont le faire. Ah, mais ouais, ça se marie très bien. Un œuf pour un mm, œuf, les omelettes. Voilà, si vous faites un œuf poché, c'est une merveille. Œuf poché, une mm. astuce, puisque vous êtes assidu. Je vois que vous l'œuf poché, vous savez, on vous dit souvent, il faut faire un gros bouillon, machin. Que nenni, non, non. Je crois que la vidéo est sur le site d'ailleurs. Vous faites juste bouillir votre eau avec votre vinaigre. Une fois que c'est à frémissement, vous cassez tout doucement votre œuf dessus, vous le laissez tomber. Vous allez voir, l'œuf poché se forme tout seul. Pas besoin de faire des gros bouillons, vous risquez d'éparpiller le blanc de partout. Ouais, Ah, moi, bah j'y arrive voilà. pas. Moi, faudrait que je réessaye. Et ça, en plus, c'est une recette. Moi, j'adore faire ça. Je l'ai fait souvent. Pourquoi? Parce que ça sent pas dans la cuisine. Parce que l'œuf au plat, Mm, on peut du beurre, etc. Ça sent un mm, petit peu la cuisine. Là, l'œuf mm. poché, voilà, c'est une cuisine discrète. Puis après, vous agrémentez ça avec une sauce. Voilà. Mm. Ça, Vous mettez ça sur une crème de lentilles, vous mettez ça sur une crème de roquefort, vous mettez ça sur. Bon, voilà, je vous dis, il n'y a pas de limite, Florent. eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et puis, on pourra demander à ta sœur Sonia de nous faire l'œuf mollet. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est là qu'elle a- c'est là qu'elle arrive parfaitement. Tu nous le diras, ben voilà, effectivement. c'est ça. Ouais, Eh ben, écoutez, Après, en ça tout cas, reste l'exception qui confirme la règle. Hein. Peut-être que c'est la seule qui ouais, rate c'est vraiment les ça. recettes. Hein. Voilà, peut-être aussi. Et c'est Cyril Rouquet-Prévost qui le dit. Hein. voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Donc, on rappelle, Cyril, que vous êtes avec nous pour ce livre excellent, Le gros livre des œufs aux éditions Hachette Cuisine, coécrit avec Mireille Sanchez. Et ce que je peux vous proposer maintenant, bah, c'est de faire le passage de relais. Ah, Alors, Cyril, le mercredi soir, nous avons reçu un auteur spécialisé dans l'espionnage, qui a écrit un livre qui s'appelle Témoignages invisibles, hein, qui, on rappelle, est en exclusivité actuellement chez France Loisirs et qui sortira, Sonia, au mois d'octobre aux éditions Héraclès. Sonia, en deux, Mm. trois mots pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Alors, c'est une enquête menée tambour battant par Gabriel Saint-Régent, sous couverture. Donc voilà, oui, je vois Florian, ton petit sourire, mais c'est vrai que je suis tombée amoureuse de ce personnage. Donc, je suis ses enquêtes assidûment. Et il fait tout, en fait, il a sa carapace, mais au fond de lui, il a un cœur tout mou. Et voilà, quoi. Il faut suivre ses enquêtes. Et là, c'est des enquêtes qui vont à 100 à l'heure, ça tire à tout va. Il y a des corps qui tombent sous les balles, il y a des courses-poursuites. Il est excellent. Eh ben voilà, un livre à découvrir, Témoignages invisibles, donc en exclusivité chez France Loisirs de Laurent Lebob. Est-ce que je vous propose, pardon, Cyril, bah, c'est d'écouter sa question. Alors, pour m'essayer un petit peu à la cuisine, parce que j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à préparer des plats, mais alors j'essaye, vu que je suis petit artiste, donc forcément l'imagination est ma source d'inspiration. Mais moi, ce que je voudrais savoir sur un chef, ce qui est très important, c'est comment il imagine une recette. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, moi, autant je peux imaginer une scène dans mes romans d'espionnage, mais comment un chef cuisinier imagine un plat? J'aimerais savoir qu'est-ce qui te provoque la création d'un plat. Est-ce que c'est du visuel? Est-ce que c'est de l'odorat? Est-ce que c'est, je sais pas, un paysage, une ferme? Mais comment, c'est ça, moi, qui me passionne chez un chef cuisinier, c'est où il trouve, qu'est-ce qui déclenche son inspiration pour créer un plat. Voilà ma question. ouais, c'est une super question. Voilà. Eh ben, c'était ma réponse. Non, je peux. Non, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a souvent ça part souvent d'une émotion. La cuisine, c'est des émotions qu'on transmet et nous-mêmes, on a besoin d'être émus. Donc, il a raison, ça peut être parfois. Moi, je me souviens dans MasterChef, je regardais, c'est idiot, mais il y avait un tapis un peu design et ça m'inspirait pour créer une recette. Je me dis, j'ai fait une recette.
en m'inspirant du tapis que j'avais vu là-dessus. Ça peut être sur l'œuvre d'art, ça peut être un plat qu'on a mangé. Souvent, on va rechercher dans le passé. Donc, les premières bases, c'est des souvenirs d'enfance. C'est des madeleines de Proust qu'on va rechercher, qu'on va essayer d'améliorer. Et on va se dire comment ça va fonctionner. Donc, moi, j'aime bien me remémorer les plats de ma maman, de ma grand-mère, de mes grands-mères, etc. Et puis après, c'est parfois chez des amis. Eh bien, votre sœur, par exemple, Sonia, qui a complètement raté son truc, mais finalement, eh ben, derrière sa pâte crue et ses pommes crues, on s'est dit, ah, mais si je la pliais complètement et je la faisais frire, peut-être que ça ferait un truc. Voilà comment ça fonctionne. C'est des trucs. Comme un écrivain, finalement, on note des choses à droite, à gauche, et puis on se dit, tiens, ça peut fonctionner. Et ben, Voilà. Généralement, c'est sur la base de l'émotion et des souvenirs régressifs. Vous n'aurez jamais quelqu'un. Après, on a des épreuves imposées. On se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec un œuf pour changer? Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour en changer? Là, moi, j'ai découvert en Malaisie le fil d'œuf, donc la spaghetti d'œuf, où c'est juste, ils font à base d'un petit entonnoir, ils font couler l'œuf dans un bouillon et ça fait des spaghettis d'œuf. Et je trouve ça génial. Et à partir de ça, on se dit, tiens, on peut les enrouler sur un cannelloni, on peut faire quelque chose de joli, quelque chose de visuel. En cuisine, on part souvent sur des acquis, on crée rarement des techniques. Il y a beaucoup de techniques qui ont été créées, mais voilà, on essaie de mélanger différentes techniques, mais c'est souvent un souvenir de voyage, une rencontre, une émotion et un souvenir d'enfance. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette anecdote. Et tout à l'heure, on disait tel père, tel fils. Tout à l'heure, Laurent vous a posé une colle avec l'histoire de quel ingrédient ne se marie pas avec l'œuf. Mais est-ce que vous savez quel était le dessert préféré de Pierre Hermé? Il me l'a dit. Non, je sais pas. Alors, sauf erreur de ma part, hein, il sera là pour témoigner, c'est la tarte à l'abricot de son père, je crois. Oui, ouais, il était fils de pâtissier, donc non, alors j'avais pas ça, mais c'est probablement ça. Et Pierre Hermé, c'est quelqu'un de très humain, il vient de Lorraine, il vient du nord des Vosges, de cette région-là, et c'est quelqu'un qui est très axé justement sur ses souvenirs d'enfance. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il aime la tarte à l'abricot, qui pousse évidemment dans les Vosges. Ouais, non, je pense que c'est bon. Moi, c'est l'omelette norvégienne de ma mamie. Ça, c'est mon plat favori. Mais la veille, 8 jours avant mes 20 ans, on avait fait un repas de famille et on l'avait fait. Les œufs ne sont pas cuits, évidemment, et salmonelle. Donc, tous malades, on a tous fini à l'hôpital pour mes 20 ans. Donc, souvenir, mais il n'y a pas longtemps. J'ai été pendant 10 ans sans manger d'œufs. Et voilà, donc, mais maintenant, on en mange, voilà, c'est reparti. Donc, Sonia, vous êtes invitée à être jury, hein, effectivement, du Private Chef World Cup, mais par contre, vous n'avez pas de tupperware, hein? On vous restera sur place. Ah bah tiens, après, est-ce que sa sœur peut faire partie du jury? Oui, mais en expérience. Contre, manger, hein. Voilà. Non, mais en expérience, on veut. Voilà. Ça va être notre test zéro, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, petite boutade, vous l'aurez compris, Cyril, on se charrie beaucoup, mais on s'aime bien, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, exactement. Non, mais je suis sûr que votre sœur a plein de qualités. Oui. Et j'aime bien les gens. Moi, j'ai une copine qui cuisine très mal, mais vraiment. Je connais des gens qui, même, je ne vais pas dire son nom, mais des gens qui mangeaient avant d'aller chez elle pour être sûr de pouvoir manger un peu. Bah ça va, on a mon beau-frère qui sauve les meubles, donc on sait qu'on va manger quand même correctement là-bas. Mais j'adore les gens qui persistent, je trouve que c'est formidable. Et moi, je préfère les gens qui cuisinent mal, mais qui cuisinent pour nous, plutôt que d'aller chez Picard et de nous sortir un plat et faire croire qu'ils l'ont fait. Donc moi, je préfère vraiment mal manger un truc mal fait que un truc tout fait acheté. Ouais. Alors, vous parliez, Sonia, tu as parlé de ton plat favori. Cyril, non, vous n'avez pas dit c'est quoi, vous, votre plat favori, votre Madeleine de Proust à vous? Vous l'avez dit vite fait à votre maman, mais s'il y en a un. Ouais, mais alors, ça, c'est le truc. Alors, les omelettes, c'est une passion absolue. J'aime bien tous les plats en sauce, mais vraiment, alors, blanquette, coq au vin, bœuf bourguignon, tout ça, c'est ma biggest passion. Puis alors, les desserts, l'omelette norvégienne, la polonaise, la pavlova, tout ça. En fait, le problème, n'arrive pas. Et j'ai un gros souci, c'est-à-dire que si je ne retrouve pas le goût, par exemple, je peux m'acheter un pain au chocolat, mais s'il me déçoit,
je suis obligé d'aller en chercher un autre jusqu'à ce que j'ai vraiment le goût que j'ai eu envie. Et comme ça, une fois, en mettant des chaussons aux pommes, je me suis brûlé parce que les chaussons aux pommes, c'est très dangereux quand ils sortent du four. Hein, parce que la compote à l'intérieur, elle peut vous brûler la langue, il faut faire attention. Mais j'ai dû faire 5 boulangeries et finir par me brûler la langue pour arrêter. Mais pour trouver ce goût du vrai chausson pomme bien beurré, bien garni, C'est vrai que c'est bon. et bien moté. Et je suis frustré quand je n'ai pas, Je sais que mon fils, il mange que les miens. Hein. Il mange c'est vrai, que vous ceux faites des chaussons pommes? Oui, mais je cuisine beaucoup. Hein. J'ai été plusieurs fois chez toi, j'en ai pas eu. Avec vos chaussons aux pommes. Non, voilà. Ouais, Non, les chaussons aux mais pommes, le pire, c'est que j'ai été plusieurs fois chez elle et j'ai jamais eu les chaussons aux pommes. Bah, la prochaine fois, je les fais. Ou alors j'en ferai pour cet été, pour quand je vais venir à Marseille. Eh ben voilà, très bien, comme ça tu me feras Vous venez plaisir. à Paris, hein, pour la Paris. Oui, bah oui. j'en ferai pour Paris. Oui, c'est ma passion, la chaussons aux pommes. Il y a Laurent qui nous dit, moi, c'est les Scampi sauce tartare. Campi. Comment? Campi, non, il y a plus de les Campi Scampi. sauce tartare. Personne, je connais pas, excusez-moi, mais. Les scampi. J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter Non, la question? non, il disait que lui, son plat favori, c'était les Campi sauce tartare. Les C'est bon, ça. scampi. Ça, c'est un Oh, gourmand. C'est un gourmand, parce que les scampi, c'est les oui, crevettes, quoi, confirme. voilà. Grillé, ça. Les sauces tartare, c'est de la gourmandise pure. C'est un péché, la sauce tartare. Ça ne Mais devrait pas exister. c'est un gourmand, notre cher ami Laurent. Hein. C'est un très, très grand Oui. gourmand. Et je sais que René, qui nous pose des crevettes grillées, il nous précise effectivement. Oui, Et je c'est sais ça, que René, son acolyte aussi, est un grand gourmand et qui nous dit, ensuite on vous poserait la question à Mireille, qui nous dit, et l'écrivain alors que vous êtes, qu'est-ce qui vous a incité à écrire? c'est de transmettre, en fait. C'est souvent Alors, on attribue souvent des recettes à des gens parce qu'il y a eu très peu. Les recettes étaient beaucoup orales jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, en fait, après, on a souvent attribué des recettes à Escoffier, à Brillat-Savarin, à Antonin Carême, etc. Mais moi, le but, c'est de transmettre. En fait, voilà, c'est ça. Et puis, j'aime bien écrire. J'ai toujours lu, j'ai toujours aimé lire, et ce qui m'a poussé à écrire. Et c'est bizarre parce que les gens n'osent pas écrire. Moi, j'ai jamais osé écrire parce que je me suis dit, j'ai pas de talent particulier pour écrire. Et en fait, c'est un peu l'histoire de en forgeant qu'on devient forgeron. Mais c'est vrai que quand on se discipline et quand on aime faire les choses, au bout d'un moment, on prend plaisir à faire. Mais c'est vrai qu'un livre, c'est compliqué parce que il y a toute une démarche auprès des éditeurs. Mais aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent de passer outre les éditeurs. Mais moi, ce qui m'a poussé à écrire, c'est vraiment le fait de garder. Et je sais pas si vos mamans c'était la même chose, mais moi j'ai retrouvé dans les affaires de ma mère des recettes écrites sur les cartons de papier WC. Vous savez, c'était écrit sur des bouts de papier. J'adore ça, je trouve que c'est génial. Il y a ce souci de se dire, quand une recette est bonne, il faut la garder, quoi. Faut vraiment la garder parce que il y a rien de mieux quand on se dit ça y est, ça, j'ai la bonne recette. D'ailleurs, on a toujours la meilleure recette de. Tout le monde va chercher la meilleure recette du meilleur fondant du monde, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de ça. Mais moi, j'ai utilisé un peu le terme. D'ailleurs, il faut que j'arrête. Mais on recherche toujours la meilleure recette de. Donc, le but d'écrire, c'est de dire, tiens, cette recette-là, elle est bien, elle fonctionne. Donc, je la partage. Et au début, vous savez pourquoi les sites culinaires ont explosé? C'est un peu l'histoire de va te faire cuire un œuf. C'est-à-dire que souvent, madame, c'est un peu miso ce que je dis, mais c'était souvent madame, les sites culinaires étaient féminins. Elle cuisinait, et puis souvent, monsieur est rentré à table et il n'en avait rien à faire. Et elles se sont rendues compte qu'en postant sur un blog une photo de plat, il y avait toutes ses copines qui disaient « Oh, trop beau, chouette, machin, donne-moi la recette ». Et enfin, elles avaient des compliments plutôt que les enfants un peu ingrats ou le mari un peu ingrat disaient « Payez pas attention » en disant c'est normal, elle m'a fait manger, quoi. Et l'essor des sites internet vient de là, c'est-à-dire de la satisfaction de dire c'est moi qui l'ai fait, regardez, je vous partage cette recette. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, parce que comme quoi, on apprend énormément de choses dans cette émission. Et on rappelle, Cyril, que vous êtes avec nous pour ce livre excellent, Le gros livre des œufs, coécrit avec Mireille Sanchez aux éditions Hachette Cuisine. Sonia, mercredi prochain, nous recevrons une auteure de polar, notre chère amie Mireille Calmel, à qui je pense ce soir et qui, je l'espère, au niveau de son poignet, va aller mieux. En tout cas, on l'embrasse et qui viendra nous présenter son nouveau livre aux éditions XO, Le masque et la lame. Chère Sonia, en 2 mots pour Cyril, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Voilà, c'est un roman historique
Donc, quand on aime le carnaval de Venise et tout ce qu'il y a autour, donc toute une intrigue à coup de pirates, d'épées, de femmes pirates surtout, et surtout d'une jeune femme blessée par la vie qui veut se venger et où le passé ressurgit à un moment où elle s'y attend pas et cap et l'épée. Voilà, c'est un roman historique qui va à 100 à l'heure aussi. C'est comme une enquête policière, mais voilà, où mêle vengeance et trahison. Eh ben, écoute, merci pour cette présentation. Et vous, Cyril, quelle serait la question que vous aimeriez poser à Mireille Calmel? Alors, moi, j'ai eu la chance de cuisiner encore, on revient toujours à MasterChef, mais à Venise, justement. Et il y a une recette, j'adore le titre, Le Masque et la Lame. J'adore son livre sur Alénior d'Aquitaine, puisque j'ai eu la chance de l'avoir à Fontevraud, le tombeau, plusieurs fois. Une reine qui a été mal aimée et qu'on est en train de réhabiliter. Mais je vais revenir sur Le Masque et la Lame. Et la Lame, je me dis, est-ce qu'il y aura un peu de cuisine dans ces carnavals? Parce que c'est des lieux de débauche, un peu d'excès, et est-ce qu'on va retrouver notamment la fritole? Alors, je ne sais pas comment ça se dit en italien, mais voilà, c'est ce fameux beignet qui a été l'emblème de la Sérénissime pendant des années, qui a été oublié et qui aujourd'hui revient à la mode. Donc, j'aimerais savoir si le masque et la lame se substitue au couteau de cuisine, et est-ce qu'on va faire des petits tours dans les orgies des carnavals? C'est à la fois cuisine et coquin, je crois, comme question. Eh ben, merci beaucoup pour cette question, en tout cas, qui, on le rappelle, on la lui diffusera, hein, comme on l'a fait avec vous ce soir. Donc, on l'a dit ce mercredi, donc 23 juillet à 19h30. On le rappelle, émission disponible à 19h30 le mercredi et vendredi sur la chaîne YouTube. Et je ne l'ai pas dit, mais à partir de septembre, l'émission sera sur la chaîne YouTube de Entre l'encre et les mots, ainsi que la page Facebook. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de recevoir notre James Bond, Séraphine. Allez, Séraphine, jingle. Alors, Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette pratiquement heure et quart d'émission? Ah, mais que j'ai bien rigolé. L'avantage d'être en coulisses, c'est que moi, j'ai beaucoup souri. J'ai trouvé que c'était léger, que c'était entraînant. Et j'ai bien rigolé. Beaucoup d'humour, beaucoup d'anecdotes. Et c'était vraiment, vraiment plaisant. Eh bien, écoute, on rappelle, hein, pour ceux qui nous regardent, que ce soir, on reçoit Cyril pour ce livre excellent, Le Gros Livre des Eaux, éditions Hachette. On vous écoute pour le tête-à-tête. Moi, je voudrais, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais vraiment m'adresser à Cyril, au petit Cyril, et pas à chef. Vous avez dit effectivement que c'est avec votre maman que vous avez vraiment compris, appris le plaisir de la cuisine. Et aujourd'hui, vous êtes les deux pieds dans la casserole. Pourquoi cette dizaine d'années, je crois, de management? Comment ça se fait que vous êtes parti quand même sur autre chose pour finalement y revenir? Alors, c'est une très bonne question. C'est que moi, quand j'ai commencé mes études, la cuisine, c'était pas forcément. Aujourd'hui, c'est un métier qui est valorisé et personne n'a honte d'aller dire je vais faire de la cuisine. Moi, à mon époque, dans les années 2020, quand j'ai commencé, non. On considérait qu'il fallait mieux avoir un bagage intellectuel, non pas que je sois brillantissime, mais j'ai un chat qui miaule. On avait, voilà, on m'a plutôt conseillé de faire des études et puis c'était plutôt mal vu. La cuisine était, pour ma famille en tout cas, et dans le monde dans lequel j'évoluais, la voie de garage qu'on disait, etc. Ce que je ne comprenais pas. Et donc, j'ai fait mes études, mais pendant mes études, c'est ce que je racontais tout à l'heure, hein, j'avais la chance d'aller au restaurant, j'étudiais. Moi, je recevais mes potes à la maison, j'avais une plaque, on cuisinait avec des fers à repasser pour cuire parce qu'on n'avait pas de sous, etc. Quoi, voilà, c'est n'importe quoi, mais c'était vraiment l'auberge espagnole. Bon, je vous le montre parce qu'il miaule, voilà. Et donc, une fois que j'ai fait un petit bout de carrière, j'ai eu l'opportunité, j'ai commencé à créer les premiers blogs, les premiers blogs de cuisine. Et puis, ce blog a été repéré parce que ça faisait partie des premiers par, à l'époque, M6. J'ai commencé à être chroniqueur chez, c'était Estelle Denis à l'époque qui faisait 100% mag. Et puis voilà, et puis MasterChef est arrivé et là, je me suis dit, allez, je me lance. Mais c'est compliqué de se lancer dans la cuisine quand on n'a pas fait la formation, d'avoir un avis objectif. Parce que vous avez tous les potes qui vous disent, ouais, c'est bon. Et puis,
de là à se dire, c'est bon chez mes potes, mais de là à se dire, je vais ouvrir un restaurant et vendre mes places, il y a un gap. Hein. Et puis je dis à ceux qui nous regardent, attention au côté paillettes, parce que les émissions de télé, c'est très bien fait. La cuisine, c'est un vrai métier. Hein. Moi, j'en ai souqué de soulever des soupières, des plats de 50 kilos, monter, voilà, c'est un métier qui est gratifiant, mais un peu ingrat, parce que vous cuisinez pendant 5 heures et en 30 secondes, il n'y a plus rien dans l'assiette des convives. C'est clair. Et comment justement, enfin, c'était une passion, vous avez toujours aimé ça, mais de là à être une vocation, c'est-à-dire que vous auriez pu refuser de la faire, la mission, et puis vous auriez pu retourner à votre vie après. À quel moment vous comprenez que c'est pas qu'une passion et que finalement il y a vraiment, vraiment un chemin qui est fait pour vous? Alors je considère que j'ai eu de la chance. Je considère que, en fait, c'est toujours un élément de planète. J'ai eu de la chance parce que, franchement, quand j'ai fait MasterChef, je ne savais pas du tout quel niveau j'allais finir. En plus, on voyait rien, donc je ne savais pas si mon portrait allait plaire ou si les gens allaient m'aimer ou pas. Il y a des trucs comme ça. Puis moi, je viens d'une famille nombreuse, donc je me suis dit, si je fais de la merde à l'écran, ça va retomber sur le reste de la famille. Donc, j'ai essayé d'être le plus honnête et le plus direct. J'étais là pas pour faire du show à la télévision, mais vraiment pour cuisiner, pour dire, si j'arrête mes études, si j'arrête ma carrière, c'est pour me lancer dans quelque chose et j'y vais, quoi. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir faire cette émission. Après cette émission, j'ai eu de la chance qu'on me contacte et qu'on me dise, on vous a vu, vous avez peut-être pas le niveau d'un cuisinier parce que vous sortez juste d'une émission de cuisine, mais par contre, on sent que vous avez une envie. Et cette envie-là, on va vous aider à la faire. Et j'ai eu cette chance incroyable de faire des formations dans des belles maisons, chez le nôtre, voilà, d'avoir des chefs qui m'ont accompagné, qui m'ont dit, on va t'aider à te perfectionner. En parallèle, d'ailleurs, chez MasterChef, on avait des cours de cuisine. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on progresse au fur et à mesure des émissions. Voilà, on avait des émissions, on avait des cours de cuisine. Et donc, c'est comme ça qu'après, bah, j'ai voulu continuer et ça m'a plu. Je me suis dit, j'adore ça. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir voilà, de voyager dans le monde, d'avoir un certain confort que tout le monde n'a pas. Donc, ça, je le reconnais, j'en suis éternellement reconnaissant parce que j'ai pu le faire dans des belles conditions. Je suis rentré par une porte. Il y a beaucoup de gens qui rentrent par la petite porte. J'ai eu la chance de rentrer par une jolie porte. Oui. Et j'ai pas tapé dedans. Oui, c'est vrai. Je l'ai J'ai pas pas cassé forcé. la porte. Je l'ai refermée tout doucement, mais Je voilà. l'ai pas enfoncé. Et justement, il y a eu un Victor, je crois, avant Cyril. Ah, Prévost. vous êtes Est-ce allé fouiller. qu'aujourd'hui, Alors, je vous raconte l'histoire, je la fais courte. qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe Je aujourd'hui? suis encore en poste chez Carrefour. À l'époque, je bossé chez le Carrefour. Je suis en poste et je fais le tour des rayons de mon supermarché et je vois des prix et je vois un truc qui me fait halluciner. Je vois des pommes de terre micro-ondes. C'était la mode des pommes de terre en sachet micro-ondes. Je vois 4 pommes de terre pour 6 € dans ce sachet-là. Bêtement, je prends un sachet, vous savez, les sachets des fruits et légumes. Je mets 4 pommes de terre dedans. Je rentre chez moi, je le mets dans le micro-ondes. Et je fais, bah, ça m'a coûté le prix de 4 pommes de terre, 1,20 €. Et ça a cuit la même chose que le sachet à 6 €. Donc, j'écris sur mon blog, je commence à écrire ça. Et là-dessus, je me fais repérer. Et ça plaît aux journalistes parce qu'on est en 2008. 2008, mon blog s'appelle Kitchen Crise et c'est la crise. Et les journalistes commencent à taper Kitchen Crise. Coup de chance, là aussi, pareil, sur un nom tout pourri. Les journalistes commencent à s'intéresser à mon blog. Et donc, 100% Mag me contacte en disant, c'est génial, votre portrait, vous êtes directeur de supermarché et en plus, vous critiquez. Vous critiquez. J'en fais, oui, alors, je veux bien le faire, mais je ne vais pas m'appeler Cyril, donc je vais m'appeler Victor. Donc, on choisit un prénom, voilà. Et c'était très drôle parce que les émissions étaient enregistrées, c'était pas du direct, hein, c'était enregistré 2-3 mois à l'avance. Et le jour même de la diffusion, donc on est maquillé, tout ça, donc j'étais très bronzé. Puis les gens me disaient, Cyril, au bureau, hein, c'est vrai de vrai. Hein, on a vu un mec, il s'appelle Victor, c'est ton portrait craché. Alors il est plus bronzé, alors puisque eux me voyaient physiquement, donc ils imaginaient pas. C'est comme ma grand-mère quand on lui a dit que les chiffres et les lettres c'était enregistré, elle fait ah bon, c'est pas direct. Et ben non, ben eux c'était la même chose. Voilà. Donc, Victor est resté le temps, et c'est très drôle parce que lors du casting de MasterChef, l'émission 100% Mag est diffusée, on regarde les écrans, et les gens font « Ah, mais lui, c'est un tricheur, il s'appelle pas Cyril, en fait, il s'appelle Victor, il passe incognito. » Donc, c'était très drôle. Mais effectivement, donc vous avez bien cherché parce que Victor était sympa.
Et du coup, qu'est-ce qu'il en pense, Victor, de tout ça? De voler, de prix en récompense, de pays en Victor, pays? Est-ce qu'il est content de s'être laissé démasquer? oui, oui, Victor, il se dit, bah, finalement, je t'ai accompagné un peu, je t'ai mis le pied à l'étrier. Mais Victor, c'était marrant parce que, Merci, Victor. voilà, Victor, c'était marrant parce que Denis adorait parce qu'elle faisait plein de jeux de mots avec. Et le revoilà encore, voici Victor, on l'adore, voici Victor. Elle faisait tous ses lancements avec Victor, donc voilà. Et votre famille, justement, votre maman, votre famille, vos frères et sœurs avec qui vous avez appris la cuisine, avec qui vous avez découvert et aimé la cuisine, comment ils vous voient aujourd'hui? Qu'est-ce que ça leur fait de se rendre compte que cette passion, que cette chose intime qu'il y avait entre vous, elle vous permet d'être qui vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils en Alors, pensent? ça les a surpris. Ils m'ont remercié de ne pas avoir été un pitre parce que c'était la grand-messe, Masterchef. Et, moi, je connais des gens qui regardaient Masterchef, etc. Donc, déjà, ils m'ont remercié de ne pas avoir été ridicule et de ne pas avoir ridiculisé. Donc, ils m'ont dit merci parce que, mine de rien, tu as pris soin de nous à travers ce que tu faisais. Ils étaient super contents. Alors, surtout que je viens d'une famille qui ne regarde pas du tout la télé, qui trouve ça complètement absurde. Et donc, je me suis retrouvé avec des gens qui regardaient un programme de TF1, notamment TF1, parce que ma famille était plus Arte, voyez un peu le genre de machin, voilà. Donc, Arte, voilà. Et là, je les vois tous en train de regarder TF1 et de devenir fans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des émissions, ils se sont pris au jeu et c'était le bienfait de cette émission-là, c'est que ça réunissait toutes catégories de gens, tout milieu, et puis surtout, ça apportait un rêve de dire je vais pouvoir changer de vie. Et puis surtout, ce qui leur a plu, c'est que j'ai persévéré. C'était pas un coup de je veux passer à la télé pour passer à la télé. C'était derrière, j'ai fait des choses, j'ai essayé de faire des choses en tout cas concrètes. Mais ouais, non, ils sont super sympas. En plus, ils m'aident à rester les pieds sur terre parce que vous savez, quand vous avez 8 millions de téléspectateurs, que dans la rue, les gens s'arrêtent, vous klaxonnent, vous rentrez dans un restaurant, le mec vous sert toute la carte. Non, mais je voulais juste un plat. Non, mais goûtez, vous allez voir. Goûtez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, ils ont un peu trimé par rapport à ça, mais au moins, moi, on est resté comme j'étais au début. Donc, voilà. Donc, c'est ma plus grande fierté. C'est Puis, chouette. toujours accompagné, et à chaque fois, ils me disent, c'est sympa ce que tu fais. Donc c'est mes Ouais, mais premiers. c'est fou parce qu'avec les prix, les récompenses, chevalier quand même. Vous êtes chevalier. Oui, oui, excusez-moi, vous devez C'est oui, pas rien. oui. Ouais, non, mais ça, j'étais touché parce que c'est vrai que j'imaginais pas du tout. Alors, c'était vraiment pas du tout que. Parce que souvent, on se dit, on n'a pas de reconnaissance par l'État. J'ai fait beaucoup de choses et sans être aidé, épaulé par les institutions, voilà, où je vois des gens qui voyagent aux frais de la princesse et du contribuable. Moi, j'ai tout fait avec mes petites mains et mes petits biscottos, et mes fourchettes et mes couteaux. Et là, c'était la première fois, effectivement, où j'avais une reconnaissance nationale. Donc, ouais, c'était sympa. Moi, ça m'a touché, puis ça a ému, ouais, ça a ému déjà. La famille, justement. Ouais, la famille, les frères, ils sont tous venus. J'ai fait, Forcément. non, c'était marrant. Et ça engage Et à le quelque chevalier, chose? c'est bon, hein, c'est juste, voilà, c'est juste un titre. Hein. Oui, voilà, Levé, d'accord, ça vous engage à rien en soi, vous n'avez rien à respecter de plus ou à faire de plus. Non, C'est mais on juste s'engage par contre à respecter les agriculteurs, voilà, l'agriculture, le bien manger. Ça reste ma ligne de conduite. Vous ne me verrez pas faire de la pub à le pour. représenter. Oui. Vous ne me verrez pas faire comme certains faire de la pub pour des hamburgers, même si ça rapporte de l'argent. Et juste là, une dernière question. C'est vrai que je me suis demandé tout à l'heure, la question n'a pas été posée. C'est par rapport aux recettes, justement, au nom de certaines recettes. Et est-ce que vous avez fait des recherches historiques? Est-ce que vous avez quand même été chercher l'origine du nom des recettes un peu Oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment et pourquoi cette recette a expliqué. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la salade tatin. Je suis allé chercher parce que je me disais cette histoire, elle est c'est un peu rocambolesque, l'histoire de la tarte qui tombe. Bon, la bêtise de Cambrai, c'est exactement la même chose. Et j'aime bien ça. Et j'ai eu la chance dans mon émission qui s'appelait Plateau Gourmand, où j'allais justement rechercher, voilà, les petites anecdotes pour trouver ça. Je trouve que c'est le mieux. Et d'ailleurs, c'est un truc que je peux vous donner en cuisine, c'est de pas suivre la recette, c'est de la lire et de dire pourquoi je fais ça.
et vous allez voir qu'il y a pléthore de recettes où on vous dit faut faire ci, faut faire ça, mais sans comprendre pourquoi on le fait. Je racontais l'histoire de l'œuf poché, où on dit faites des bouillons, etc. Parfois on vous dit l'œuf à température, pas à température pour la mayonnaise, etc. C'est pas, il faut comprendre et se dire comment ça fonctionne. Et je teste. Et là, j'avance dans ma recette. Et c'est comme ça qu'on devient cuisinier, en fait, c'est en comprenant le pourquoi du comment. Donc ouais, moi j'adore les recettes et pour plus les histoires, ça c'est mon côté littéraire, j'adore les histoires. Il y a l'histoire de la culotte bouillie de Napoléon, c'est génial parce que le mec, Napoléon lui dit si tu me fais pas, non, la sauce hollandaise pour Louis XIV. Louis XIV en a marre des sauces grasses. Donc il dit j'en ai marre, faites-moi une sauce légère, c'est la guerre de Hollande, tout ça, je suis sur la guerre, faites-moi une sauce légère. La sauce hollandaise, c'est juste que du beurre, hein. Là, c'est du beurre. Mais pour l'époque, c'était déjà une sauce légère, parce qu'à l'époque, il y avait non seulement du beurre, il y avait du saindoux, il rajoutait du gras. Donc voilà, la sauce légère de Louis XIV, c'est la sauce hollandaise qui n'a rien à voir avec la Hollande. C'est pendant la guerre de Hollande, Louis XIV qui demande une sauce légère, et on lui sert une sauce qu'avec du beurre. Et c'est léger. Pourquoi ? Parce qu'on a rajouté du citron, et le citron, c'est la fraîcheur. Joli. Voilà. Joli. Ben, merci beaucoup pour l'anecdote. Et merci pour ces questions. J'étais prêt à m'allonger. Puis là, on aurait pour 2 heures. Toute la nuit. Là, je pense que Florian il aurait pété un câble. Non, mais c'est pas ça, mais je me demandais, est-ce que c'est fini ou pas fini, là, parce que d'habitude, elle dit, merci beaucoup pour la dernière question, mais non, c'est fini. Oui, c'est vrai que je l'ai dit avant la question, et puis non, mais j'écoutais, du coup, je me disais, tiens, est-ce qu'il va en raconter une autre? Est-ce qu'il va en... Bon, allez, j'arrête, sinon, effectivement, il y en a pour toute la nuit, hein, parce qu'il y a 1000 recettes, donc s'il y a 1000 histoires et 1000 anecdotes, on n'est pas couché. C'est à peu près ça. Ah, on n'est pas couché. C'est une très bonne émission d'ailleurs. Exactement. Oui. C'était très... Eh ben, en tout cas, merci à tous les deux. Merci beaucoup, justement, et ça rejoint un petit peu ce que dit René, qui dit les œufs, un sujet banal, mais grâce à l'équipe, à l'auteur et aux auditeurs de l'émission, ça a été une des plus plaisantes, un agréable moment. Merci à tous, nous dit René. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Sonia, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, j'ai mis en off, parce que c'était pour m'en rappeler. On connaît toutes les confréries, la confrérie du boudin et tout ça. Si vous deviez faire partie d'une confrérie, laquelle vous aimeriez ? J'aimerais faire partie de la plus drôle. La plus drôle, mais là, je pense que je vais aller intégrer celle des œufs meurettes. Il y a l'association de l'œuf maillot, exactement aussi. J'aime bien l'œuf maillot, c'est bon. Mais l'œuf meurette, c'est en Bourgogne, dans le château de Clos-Vougeot. Je pense que... Alors, avec modération, parce qu'après, ça va nous faire... Voilà. Je pense qu'on mange très bien. Voilà. On mange très bien avec de très bons ingrédients. Un petit Clos-Vougeot. Rien que pour boire du Clos-Vougeot une fois dans ma vie. Voilà. Eh ben, vraiment, donc, merci beaucoup. Je fais partie d'une confrérie et j'aimerais bien faire partie d'une confrérie. Il y en a une qui est très drôle, c'est celle du Coulommiers. Ah, franchement, je vous invite à aller voir. Ils ont des chapeaux en forme de schtroumpf. C'est à mourir de rire. Ils ont des galettes sur la tête. Ils sont sympas. De dos, on dirait des papes. Brillante, mais ils sont super sympas. Bon, mais ils sont sympas. En tout cas, bonjour à la confrérie du Coulommiers. D'ailleurs, venez au village international de la gastronomie. Il y aura plein de confréries et ça va être la fête. Justement. Ça me fait faire la bonne transition, justement, pour rappeler effectivement que dans le but de valoriser les métiers des chefs à domicile, vous lancez ce concours, donc on l'a dit, du 11 au 14 septembre, Coupe du monde des chefs à domicile, dépôt des candidatures le 15 août, enfin jusqu'au 15 août, et qu'on peut effectivement s'inscrire via votre site internet, donc www.cyrilrouquet.com. Non, c'est pas ça, c'est ici. Voilà, il fallait bien à un moment donné, je me trompe. Vous l'avez bien dit en tout cas. C'est là. cyrilrouquet.com/chef domicile à domicile. Wow. Mais c'est super bien fait. Voilà, donc vraiment, on l'a dit, Rejoignez chef privé venu des 5 continents. Merci beaucoup. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour mes 2 acolytes et toutes les personnes qui sont venues vous écouter ce soir ? Déjà, je voulais vous remercier de votre accueil parce que c'est très sympa et c'était vraiment très sympa. Vous avez fait du travail de recherche en plus, donc c'est plutôt intéressant d'avoir des échanges comme ça sur des gens qui sont allés chercher du Victor, qui sont allés chercher des recettes dans le livre, avec des jeux de mots qui sont fabuleux et je suis parfois frustré de ne pas avoir tous utilisé. Donc, merci Florian, parce que vraiment votre émission, elle est
Elle est sympa, elle est dynamique, c'est très professionnel hein, comme format. Donc bravo, Merci toutes les beaucoup. bandes annonces, les images. Donc moi j'ai passé un bon temps, j'ai même pas vu l'heure passer. Il est 21h, c'est ça. On était bien. Puis merci C'est aux ça. auditeurs pour leurs questions parce que ça fait plaisir de. Alors moi je suis intarissable, donc là on peut faire encore 1 heure, hein, mais on va pas le faire parce qu'il faut que j'aille faire à manger. Mais il n'y a pas de souci, moi j'ai le temps. Mais voilà, non, c'était vraiment une émission très agréable et je vous remercie pour ça. Et vous Eh ben, m'avez vraiment, vu, merci, nous qui vous remercions. j'ai revu des images, Ah, j'ai vu ma bande-annonce, voilà, c'est super. bah, vraiment, merci à vous Moi, je d'avoir accepté propose que notre la prochaine invitation. On le rappelle. émission, moi, je propose que la prochaine émission, elle va être en direct de la cuisine de Cyril et il nous fera une petite recette en même temps. Ah, mais ça, vous savez, c'est le concept que j'adore, ça. Ah bah. On se fait ça. Avec un petit clovouzo. Eh ben, avec grand plaisir, effectivement. Bon, en tout cas, merci à vous. Hein, on le rappelle que vous étiez avec nous pour ce livre coécrit avec Mireille Sanchez. Excellent, le gros livre des œufs aux éditions Hachette Cuisine. On peut vous retrouver sur votre site internet, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vraiment, merci à vous. Voilà, je pense avoir tout dit. Sonia, si tu veux ajouter quelque chose, Séraphine. Et ensuite, rapidement, je rappelle vite fait la... Juste que c'est un livre excellent. Voilà, bah merci. J'ai pas osé la faire tout à l'heure en disant on a passé un excellent moment, mais à ce moment-là, Ok. merci à... Extraordinaire. Exceptionnel. Bah, vraiment, merci beaucoup. Et on rappelle hein, que ce mercredi, on retrouvera donc notre cher ami Mireille Calmel pour son livre Le Masque et la Lame, son nouveau roman aux éditions XO, et qu'on aura donc le plaisir d'écouter la réponse à la question de Cyril, qui est une question très intéressante et qu'on peut retrouver toutes ces émissions en rediffusion. Merci à tous, passez un très bon week-end, allez voir les sauteurs sur des salons, regardez aussi sur les plateaux de télé parce qu'on passe aussi d'agréables moments. Vraiment, merci à vous Cyril et à très bientôt et en septembre à Paris. Oui, absolument. Allez, merci à tous. Eh ben, on sera là avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Bon week-end. Bon week-end.